Globalement, l'année passée, donc une année un peu particulière parce que du coup j'ai fait un tour du monde et on a fait quelque chose comme 300 000. Tu as pu accompagner des acteurs clés dans toute la tech, que ce soit dans Web 2, Web 3. Tu as accompagné Pinterest, Bitpanda sur différentes choses, Meria aussi, Owen, Simonin, donc Asher. Et mon rêve, il m'a dégoûté. Chaque année a renforcé le fait que c'était pas fait pour moi. D'ici 2-3 ans, si on peut se faire 2, 3, 4 millions par an, à entre 20 et 40% de marge, après on fera d'autres choses. J'ai plein d'idées. Après, un énorme problème, c'est de faire trop de choses. De vouloir faire trop de choses. Soit travaille pour ton rêve, soit quelqu'un va t'embaucher pour travailler pour le sien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Smart Talks, le podcast pour investisseurs. Aujourd'hui, on a le plaisir avec Kevin d'accueillir Dimitri à nos côtés, un investisseur entrepreneur passionné par faire des trucs, un concept qu'il nous expliquera durant ce podcast. Dimitri, comment tu vas ? Ça va et vous les gars ? Pleine forme. En tout cas, content de pouvoir te voir ici à Lyon et partager cette belle conversation. Enchanté. Je sais pas si on peut le dire, mais on sort du resto. On a bien mangé. Je sens que ça va être cool. Un bon moment. On s'était croisés d'ailleurs à CryptoXR. Exactement. Alors c'était un peu la course. Très furtivement, effectivement. Tu étais bien implémenté dans l'event, dans plein d'aspects différents. Donc on a eu l'occasion de se parler très rapidement et puis on a refait un call pour parler de tout ça. Il y avait vraiment une synergie, quelque chose qui s'est passé. Donc on s'est dit que ça pouvait vraiment faire sens de pouvoir t'avoir à nos côtés ici, pour partager aussi ton expérience, ton parcours. Et justement, ce que je te propose, c'est de te présenter très rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Ton parcours, c'est quand même 12 ans d'entrepreneuriat. On parle de 4 boîtes montées. Un parcours qui est marqué par la résilience et une vision à long terme. Je pense que sur plusieurs aspects différents. Tu es du coup le fondateur et CEO de Vega Management, une agence de communication qui accompagne certains des plus grands acteurs du Web3. On peut parler de Bitpanda, mais aussi de Asher, Owen Simonin, et que tu accompagnes depuis d'ailleurs plusieurs années. On en parlera dans ce podcast-là. Et tu es aussi super présent dans tout le secteur de la tech, avec une boîte comme par exemple Pinterest. Après un tour de monde du coup qui a façonné ta vision dans tous les aspects, tu t'as posé les valises récemment à Chambéry, où tu pilotes aujourd'hui une équipe d'experts pour ton entreprise. Tu es un investisseur qui a appris par l'échec et aussi qui a rebondi avec intelligence sur tous les différents aspects que tu as explorés durant ta carrière, en te positionnant toujours au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, on va plonger dans ton parcours. On va regarder ensemble les décisions et les choix smart qui ont marqué justement ce parcours, ta vision du Web3 et les coulisses du management des plus grands acteurs de la tech. Dimitri, bienvenue au Smart Talks. Merci beaucoup. Avant même de parler de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, on va prendre un peu de recul. Qu'est-ce qui t'a réellement poussé à te lancer dans plus de 12 ans d'entrepreneuriat ? Comment t'en es arrivé là et avec quoi t'en sors en fait de toute cette expérience ? Il y a deux questions en une. Je vais déjà répondre à la première et je vais essayer de faire court. Qu'est-ce qui m'a poussé là-dedans ? Pour faire simple, je dis toujours la même chose. Je fais notamment un peu de mentorat étudiant et souvent on me pose une question qui est un peu similaire, qui est comment on fait pour réussir. Et je leur dis, pour réussir, globalement, il faut itérer suffisamment longtemps. Parce que réussir première semaine, premier mois, même première année, c'est déjà très utopiste. Donc je leur dis, il faut itérer suffisamment longtemps pour qu'au bout d'un moment, tu as fait tellement d'erreurs que ça fonctionne. Donc après, la deuxième question, c'est, ok, mais du coup, comment on fait pour itérer suffisamment longtemps et donc être résilient, là, d'où le sens de ta question. Et ce que je leur dis, c'est toujours la même chose, c'est, moi en tout cas, ce qui m'a aidé rétrospectivement, je ne l'ai pas intellectualisé comme ça sur l'instant, c'est de savoir globalement que j'avais pas le choix. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent qu'ils veulent être entrepreneurs, et ça fait une différence fondamentale entre ceux qui pensent qu'ils veulent être entrepreneurs et ceux qui n'ont pas le choix parce que juste ils peuvent faire que ça. Et moi, je fais partie de cette catégorie-là, et ça, je l'ai compris assez tôt. C'est-à-dire que j'ai fait tout mon cursus dans le supérieur en alternance. Donc, j'ai fait 4 années en alternance dans plusieurs boîtes, à différents niveaux, différents postes, avec différents avantages. Et ces 4 années, donc j'ai fait un BTS de 2 ans dans une première boîte, puis j'ai fait une première licence dans une autre boîte, puis une deuxième licence dans une autre boîte, 4 ans. Chaque année a renforcé le fait que c'était pas fait pour moi. Ça ne veut pas dire que j'étais mauvais, au contraire, à chaque fois, sur chaque poste, on m'a toujours proposé de me garder, etc. Mais chaque année, et surtout qu'avec les années, au début, BTS, on n'a pas forcément un bon poste, etc., pas forcément une bonne rémunération, déjà je me suis dit, déjà ça me saoule. J'ai l'impression que c'est pas fait pour moi, etc. Première licence, poste un peu plus intéressant, boîte un peu plus intéressante. Toujours pas fait pour moi, ça me saoule toujours. Deuxième licence, 4e année on va pas dire salarié à 100%, mais donc d'alternant. Là, j'avais tout.
j'étais autonome, je voyais un boss une fois par mois, c'était presque comme si j'avais ma boîte au sein d'une boîte, j'avais beaucoup de responsabilités, un salaire plus intéressant, des conditions de travail plus intéressantes, bref, j'avais tout. Et c'était toujours la même chose. Donc ce que je dis aux étudiants, c'est que j'ai vraiment testé et poncé le truc à fond. Alors je n'ai pas fait 10 années de salarié full-time, etc. Mais j'ai quand même vu le truc à plusieurs niveaux. Et à chaque fois, ça a renforcé ma conviction dans le fait que, non, en fait, on peut me proposer la boîte, n'importe quelle boîte, n'importe quel poste, n'importe quelle rémunération, c'est pas fait pour moi. Et donc, désolé, ça répond un peu longuement à ta question, mais la finalité, c'est celle-ci. C'est que du coup, quand tu es dans ce truc-là, tu fais ta première boîte. C'est dur, c'est chiant, ça dure longtemps, ça marche pas, tu l'arrêtes, tu repenses à c'est quoi l'autre option, et tu repenses que non, c'est pas juste un truc un peu flou, et c'est ça qui fait la grosse différence. C'est que moi, c'était pas flou, je savais exactement ce que c'était l'autre chemin, et c'était pas fait pour moi, peu importe le niveau. Donc tu fais quoi? Tu fais la deuxième. Deuxième, ça dure plus longtemps, c'est plus dur, ça marche un peu mieux, donc c'est un peu plus difficile de la planter. Tu la plantes, qu'est-ce que tu fais? Tu repenses au truc, tu fais la troisième. Là, tu es à 8 ans, tu fais une troisième boîte, tu la plantes, ça fait 8 ans, c'est long, 8 ans de 3 boîtes qui marchent pas où tu as mangé des cailloux, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu repenses, t'as pas en fait, tu vois. Voilà. Donc en fait, la résilience, c'est juste que quand tu sais exactement c'est quoi l'autre chemin et qu'il n'est pas fait pour toi, tu n'as juste pas le choix. Et c'est ça qui fait une différence fondamentale, et c'est pour ça que c'est ce que je dis aux étudiants, c'est que quand tu es dans cette situation-là, en fait, tu n'as pas le choix, donc tu te poses pas de questions, alors que le gars qui pense qu'il aime l'entrepreneuriat et qui pense qu'il n'est pas fait pour le salariat, parce qu'il ne connaît pas du tout, ou parce qu'il a fait 2-3 trucs, parce qu'en fait, il était stagiaire ou je sais pas quoi, dans une boîte de merde, etc. Il ne sait pas, en fait. Ça se trouve qu'il pense qu'il n'aime pas le salariat, mais en fait, dans une meilleure boîte avec des avantages et un salaire, ça se trouve, il aime. Et si cette question, elle est dans sa tête et qu'il n'a pas éclairci ce point-là, le jour où ça va devenir difficile, il va se dire, en vrai, peut-être l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi, peut-être en vrai, je peux trouver un... Voilà. Et c'est ça qui fait, en tout cas dans mon cas, qui a été la différence, que jamais je me suis posé la question, parce que j'avais suffisamment testé, itéré l'autre solution, et j'ai vu qu'à aucun moment c'était fait pour moi, donc juste pas le choix en fait. La dernière boîte, moi ça m'interpelle, parce que tu dis que tu avais tout pour toi, donc un poste intéressant, un salaire intéressant, une flexibilité intéressante, pas de... patron vraiment qui te regarde ce que tu fais. Ouais. Au final, tu étais intrapreneur en fait. C'est vraiment être intrapreneur. Donc, ça se rapproche beaucoup de l'entrepreneuriat quand tu es entrepreneur. La seule différence, c'est que tu risques pas des choses à grande... Enfin, tu risques pas ta vie, entre guillemets. Tu sais que tu vas quand même manger du pain à la fin du mois, etc. Mais c'est quoi qui t'a dérangé dans cette solution finalement? C'est que je travaille pas pour moi, c'est la différence fondamentale. C'est vraiment le fait de travailler pour toi. Pour rendre ça un petit peu moins flou. Alors, j'étais pas ingénieur, parce que j'étais qu'en licence, mais dans cette boîte-là, ils nous donnaient une sorte de titre d'ingénieur commercial. C'est un peu notre poste. Donc, j'étais en gros un ingénieur commercial pour une boîte de l'industrie chimique. Et donc, en gros, on avait un secteur et on était en gros le référent auprès des clients de mon entreprise, du coup, sur le secteur qui nous s'est donné, d'où la grande liberté que j'avais. C'est-à-dire que mon N+1, globalement, c'était un gars qui avait un secteur beaucoup plus gros et donc il ne peut pas être tout le temps sur tous les petits secteurs. Et donc, moi, je le voyais 1 fois à 2 fois par mois maximum. Donc, c'est pour ça que j'avais une grosse liberté, que je gérais, moi, les clients de l'entreprise. Donc mes clients à mon niveau comme je voulais ça, enfin bref, une grande liberté, mais in fine je faisais ça pour quelqu'un d'autre. Oui, tu as des rapports, tu as des rendus, tu as des objectifs qui sont pas les tiens, etc. Donc je comprends. J'aime pas commencer à faire le philosophe à 2 balles, sortir des citations, mais il y en a quand même qui parlent un petit peu, tu vois, et certains disent qu'il y a un truc, j'aime pas, c'est vraiment un truc éclaté de LinkedIn, voilà, mais on te dit soit tu travailles pour ton rêve, soit quelqu'un va t'embaucher pour travailler pour le sien. Ça a beau être un truc un peu philosophique à la con et tout, c'est vraiment pour se dire, tu vois, le sentiment dans lequel j'étais, c'était vraiment ça, le truc. C'est, ok, ouais, c'est cool, tu vois, c'est pour ça que, tu vois, on y revient, j'ai tous les avantages du monde, mais in fine, je travaille pour quelqu'un d'autre, tu vois. Et ce qui me dérangeait, c'est le fait que, il n'y a pas de, tu vois, le truc qu'on a un peu entrepreneuriat, on dit sky is the limit, machin, etc. Il y avait pas ça, tu vois, parce que tu sais que globalement, tu as un boss au-dessus de toi, au-dessus de ce boss, il y en a un autre, etc. Donc tu dis, même si j'explose tout, même si je suis le meilleur de ma boîte, ma trajectoire, ça reste, tu vois, je vais faire face à la caméra, tu vois, un truc assez linéaire, tu vois, il n'y a pas de... Voilà, et ça m'emmerde, tu vois, parce que moi je veux un truc qui correspond aux entrepreneurs, en mode si t'es naze, tu dois te péter la gueule et ta boîte elle doit fermer. Si t'es bon, par contre, elle doit exploser, tu vois. Il n'y a pas de elle explosera dans 3 ans quand on discutera ton salaire, tu vois. Aujourd'hui, Dimitri, on vit dans une ère où la plupart des gens s'intéressent à la face un peu visible de l'iceberg, comment quelqu'un en est arrivé où il est aujourd'hui, ce qu'il a aujourd'hui, etc. Mais peu de personnes prennent l'effort d'aller regarder la face cachée.
Qu'est-ce qui se passe? Le parcours, les échecs, ce genre de choses. Aujourd'hui, quand on regarde ton parcours, on pourrait avoir l'impression que tout s'est un peu enchaîné naturellement. Malgré tout, je pense que... C'est toujours plus facile rétrospectivement, c'est facile pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, tu as monté plusieurs entreprises, tu en as échoué multiples reprises sur différents aspects, avant de trouver ce bon modèle qu'est Vega Management aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci? Et comment tu as su que tu tenais un concept qui allait vraiment fonctionner? Je ne sais pas si c'est la réponse que tu veux, mais j'ai une manière assez anecdotique de répondre à ta question. C'est que sur mes... je développerai si tu veux plus de détails, mais pour répondre vraiment à cette question, sur mes 3 boîtes précédentes, tout était toujours nickel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'avais un site, c'était nickel. J'avais des cartes de visite, nickel. J'avais une strat, tout, tu vois. Pourquoi? Parce qu'in fine, j'avais le temps. Quand j'ai su que ça marchait avec Vega, c'est qu'au bout de 2 ans, j'avais pas de site. Vraiment, on a fait de Vega, c'est 1er avril 2020. Je crois que le site, il arrive peut-être même en 2023. Tu vois, on a peut-être fait 2 ans et demi. Voilà, j'avais pas de carte de visite sur les événements. J'avais rien. Parce que, pas le temps en fait. Et c'est là vraiment où, tu vois, quand on a commencé à se poser ce truc, attends, merde, en fait, je vais sur un événement, on me demande des cartes, j'en ai pas. On me demande un site, j'ai dit, bah non, j'ai pas de site, et ça paraît fou pour les gens, etc. Parce que je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je dis juste que tu me demandes, c'est quoi, comment j'ai vu que ça fonctionnait. Quand j'ai intellectualisé ce genre de truc, tu vois, j'étais en mode, ben voilà, en fait, avant, tu vois, j'avais du temps parce que ça fonctionnait pas, et donc tu fais tous ces trucs-là, tous ces bricolages, tous ces ajustements, etc. Quand tu as mis le doigt sur quelque chose qui fonctionne, et la base de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est répondre à un problème, à une problématique, avec en face donc une offre, un produit ou un service. Quand tu fais matcher les deux, bon, bah, logiquement, tu es sous l'eau. Si ça marche bien, tu es sous l'eau. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Vega. On a été sous l'eau très rapidement, avec toujours une demande qui était croissante, et pendant très longtemps, et c'est presque encore aujourd'hui le cas. Alors, on essaye de pallier à ça, parce que ça va pendant un moment de se dire non, on a trop de clients, ça, machin, etc. Si on veut faire de la croissance, au bout d'un moment, il faut quand même se remettre en question et se poser des problématiques de scalabilité pour développer la boîte. Mais c'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un site. Le site ne nous a pas ramené un seul client. Voilà, c'est un site, c'est une vitrine, parce que voilà, en événement, les gens ils ont quand même besoin un peu de voir ce qu'on fait. Notre site nous a ramené 0 client, on ne fait pas de pub. Moi, mon personal branding, bon, je peux le dire, il est éclaté. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose que je développe à fond. Donc voilà, donc c'est ça le truc. À partir du moment en fait, où tous ces trucs-là, tu vois, qui sont un peu, pas dire c'est des fioritures, mais qui sont normalement secondaires, que moi j'avais très bien fait avant, mais ça ne fonctionnait pas. Quand en fait, tu n'as même pas le temps pour tout ça et que ça fonctionne, c'est que tu as globalement réussi à trouver un créneau, quoi. Magnifique. On parlait justement en off la dernière fois du concept de faire des trucs et de ces 3 autres boîtes que tu as fondées avant même de penser à Vega Management. Est-ce que tu peux nous rappeler voilà, ce que tu as fait concrètement sur ces 3 dernières boîtes? Juste les boîtes ou remonter à faire des trucs? C'est ce que je t'avais dit, entre guillemets. Le parcours à la suite un peu logique, quoi, qui s'est enchaîné. Ouais, tu dis faire des trucs du coup, parce que c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer quand on a échangé précédemment. En gros... faire des trucs, c'est les mots que j'ai mis pour essayer de qualifier donc effectivement le parcours entrepreneurial, mais surtout ce qui a été avant. Que ce que je te disais, c'est toujours plus facile rétrospectivement de dire ah oui, voilà, le parcours paraît assez cohérent, etc. Mais quand tu dézoomes, tu vois, tu peux te rendre compte qu'il y avait quelque chose, tu vois, et que t'es pas juste, enfin, pour ceux qui ont vraiment la fibre entrepreneuriale, dont je pense je suis, parce que l'autre chemin, comme j'ai dit tout à l'heure, me correspond absolument pas. Tu vois que ça remonte à plus jeune. Et donc ce que je t'avais dit, c'est que quand j'étais vraiment tout petit, faire des trucs, c'est faire des dessins. Il y avait quand même cet aspect un peu créer des choses et machin. J'ai beaucoup dessiné. Derrière, j'ai grandi un petit peu. Quand je vais dire ça, je pense à mon associé qui va me dire pas par la taille. Voilà, comme ça, je me pose. Bref, les dessins sont transformés en sites. Je suis né, on va dire, un peu avec Internet, etc. Je suis plus tout jeune. J'ai bien 30 ans passés, enfin 32, donc je suis né avec l'informatique. Donc je commençais à faire des sites. On se rapproche d'un truc encore un peu plus évolué. Donc 10 ans, 12 ans, 13 ans, je fais 50 000 sites qui servent à rien, surtout et n'importe quoi. Puis derrière, adolescence, 14, 15, 16 ans, là je commence à jouer beaucoup au jeu, à en jouer de manière compétitive. Je rejoins des teams de e-sport, tout simplement. On est au début vraiment du développement du sport électronique, 2012, 13, 14, 15 par là, même un peu avant, 2010.
Ça me va pendant un moment, puis après je me dis ok bah c'est cool d'être dans une team, il faut que je fasse ma team. Donc là ce que je t'avais dit, là on commence à rentrer dans on va dire presque du proto-entrepreneuriat, parce que du coup je crée une team de e-sport, donc du coup je gère une micro-économie, tu gères un budget de 50 balles, malgré tout tu gères des ressources humaines, tu gères des joueurs, des managers, un site internet, c'est une mini-entreprise, et donc là et je commence à voir que ça me plaît bien, etc. ce truc là, et donc tu vois quand tu vois ce chemin, bah forcément après l'étape de créer une structure e-sportive, on arrive à peu près en 2012-13, désolé je ne suis pas exactement précis sur les dates, mais on arrive au statut d'auto-entrepreneur qui est lancé en France. Et donc là, comme ça on arrive et on connecte avec les boîtes. Ma première boîte c'est une micro-entreprise que je lance pour la pire raison possible. Tout à l'heure je disais que pour faire une boîte qui fonctionne, évidemment il faut avoir un produit et un service à mettre en face d'un besoin. Moi je fais pas ça du tout. Moi je me dis putain, là du jour, parce que c'est vraiment arrivé comme ça, du jour au lendemain on pouvait créer une boîte alors qu'on était mineur, chose que j'étais à l'époque. On peut créer une boîte sans argent, sans prendre de risques, depuis Internet. C'est une vraie révolution, et donc je me dis, non pas je vais faire une boîte pour répondre à un besoin, ou un besoin, une demande, mais je vais faire une boîte simplement parce que j'ai envie d'en faire une. Voilà, et parce que ça me paraissait cool. Je venais de faire presque pour la passion un peu une structure e-sportive. Je me dis, putain, une boîte ça a l'air de ressembler un peu, je fais mon truc et tout, ça a l'air incroyable. Donc c'est comme ça que je lance ma première boîte. Voilà. Puis après une première, une deuxième, une troisième, et jusqu'à Vega. Incroyable. Mais comment, pendant tout ce parcours, parce que quand tu lances ta boîte, tu as dit qu'au début ça se passait pas très bien forcément, en tout cas c'était pas peut-être... La première la première, même la deuxième, la troisième, je sais pas, celle qui a vraiment fonctionné c'est Vega, finalement celle qui a décollé. À chaque fois... Mais tu quand même monté de palier à chaque fois, j'imagine. Voilà. À chaque fois ça a toujours fonctionné de mieux en mieux, sans jamais que vraiment je puisse me projeter vers l'avenir. Après, c'est très compliqué, je sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail de chacune, on peut le faire, mais à chaque fois évidemment, parce que c'est ça le jeu, c'est que si il y a un problème, on patche le problème, après ça fonctionne, c'est trop facile, donc c'est à dire qu'on résout un problème, puis après on en a un autre. Ouais. Et donc à chaque fois ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin, mais voilà, sans jamais ce qui est suffisamment de problèmes patchés pour que je puisse en vivre. Quand tu passais d'une boîte à une autre, c'était tout un autre concept, ou est-ce que c'était la continuité un peu? Ça dépend, entre la première et la deuxième, après peut-être que je détaille sinon ça va rester très flou pour les gens, mais entre la première et la deuxième oui, la troisième ça n'a rien à voir, voilà, totalement différent, et la quatrième encore. Ok, donc c'est la quatrième n'a rien à voir avec les deux premières ni la troisième. Ouais. Ok. Et quand tu avais développé ces deux premières, tu vivais encore chez tes parents, tu vivais seul, parce que je vais revenir un peu au côté financier. C'est comment tu gérais ta vie au quotidien, parce que tu avais le stress de ta boîte, ta réussite, tu dois vivre, tu dois peut-être payer des choses. Comment tu fais pour matcher tout ça et en même temps pour continuer à avancer sans lâcher, tomber, entrer dans peut-être des dettes, je sais pas si tu t'es déjà endetté. Ouais. C'est intéressant, moi je pense que ça intéresse aussi beaucoup de nos auditeurs qui aujourd'hui peut-être veulent se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, qui veulent investir, mais voilà, ils savent pas comment gérer. Comment tu as fait en fait finalement? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Ouais. Je sais pas par où commencer. Tu m'as demandé si j'étais chez mes parents quand j'ai lancé ma première boîte. Non, c'est arrivé à peu près en même temps. Je suis parti de chez ma mère à 17 ans, assez tôt, parce que ma copine de l'époque, c'était pas forcément un choix, par choix, j'ai dit tiens, je me barre le plus tôt possible. C'est plus ma copine de l'époque était en mode ok, elle a un salaire, j'ai un salaire, viens on part le plus vite possible, donc on l'a fait, et à peu près à ce moment-là, j'ai lancé ma première boîte. Donc quand je dis que j'étais mineur, j'avais 17 ans et demi, juste avant 18 ans, du tout le fait que ce soit intéressant d'avoir le statut auto-entrepreneur. Après... une des erreurs que j'ai fait sur les premières et qui a été capitale de comprendre pour que ça marche par la suite, c'est j'avais un énorme problème, c'est de faire trop de choses, de vouloir faire trop de choses. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais je me suis raisonné. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un problème avec le fait qu'on n'a qu'une seule vie. Et c'est un problème, j'ai l'impression que ça vous concerne. Bref, c'est un truc qui m'a toujours buté. J'aurais voulu avoir 1000 carrières. Tout faire. C'est ça. Sauf que, contrairement à, je pense, beaucoup de personnes qui veulent tout faire, et bon, voilà, ça reste un peu un rêve, une illusion, j'ai poussé le truc très très loin quand même. Ah ouais. Et jusqu'à rupture, vraiment, j'ai poussé le truc au maximum. En gros, le maximum que j'ai pu faire avant que je me rende compte qu'en fait, c'est pas soutenable, c'est la période 2012, un peu après, aux alentours de 2015, encore une fois, désolé si je ne suis pas exactement précis, en gros, début de mes études supérieures. Quand je fais mes études supérieures, donc je fais un BTS de licence, et ça s'arrête là, après je suis pris en master, et finalement le master, je ne vais pas le faire, c'est quand je pars à Metz pour ma troisième boîte. À ce moment-là, j'ai mes études,
Donc je vais à l'école, j'ai une alternance, donc j'ai mon boulot, je fais de la boxe à haut niveau, donc je m'entraîne quasiment tous les jours, mais je suis aussi moniteur professionnel de boxe, je passe un certificat de qualification professionnelle et je donne des cours 3 fois par semaine. Je suis aussi pompier, volontaire, pas dans une caserne de village, mais dans la plus grosse caserne de ma ville, donc avec des gardes postés, des gardes de 12 heures que je fais 2 fois par semaine. Donc je fais 24 heures de garde, une garde de nuit du lundi au vendredi, une nuit, donc de 19h à 7h du matin avec le boulot le lendemain et la veille, enfin bref, voilà. Et une garde de jour de 7h à 19h en journée le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. Et, donc ça faisait les cours, mon alternance, La boxe. la boxe, mon entraînement, la boxe, les cours que je donne, pompier, et je lance ma boîte. Ma première boîte, elle vient en activité numéro 6. Voilà. À ce moment-là, je fais plus de 70 heures par semaine. Peut-être, je ne pourrais même pas compter, parce que du coup, ça fait vite des heures, surtout avec pompier, ça fait déjà 24 heures et tout. Et voilà. Et donc, c'est dans ce truc-là, parce que c'était impossible pour moi de faire une décision, de prendre une décision. Donc, c'est-à-dire que je voulais à la fois continuer les études, ma mère qui pousse, machin, etc. Il faut faire des études et tout. Les profs, oui, c'est bien, Bac+2, mais en fait, ça sert à rien. Il faut valider LMD, au moins une licence pour que ça soit machin international et tout. Voilà. En parallèle, le monde militaire, pompier, machin, etc., ça me plaît pas parce que, bon, je ne veux pas rentrer en détail, mais j'ai aussi fait un cursus dans l'armée, parce que je me vois bien aussi officier. Commando. Non, pas forcément. Ouais, quand j'étais un peu plus jeune, ça m'aurait bien plu, mais C'est CSGO transformé en vrai. c'est SS pour ma part, mais ouais, non, je me voyais bien aussi avoir un cursus militaire. Et donc ouais, en fait, tu vois, j'essaie de pousser dans l'entrepreneuriat. Je me dis tiens, je me verrais bien entrepreneur. Je pousse de chez les pompiers et en même temps pompier / armée aussi dans les études, et j'essaie de tout faire. Et donc tu vois, de base, donc forcément la première boîte de base ça pouvait pas fonctionner, mais en plus dans ce cadre-là, oui, et j'ai oublié le sport. Évidemment, je voulais performer au niveau sportif. Hein, donc bref, voilà. Et ça, j'ai continué là-dessus sur plusieurs années jusqu'à me rendre compte qu'en fait, c'était pas possible. Donc, pour revenir à notre histoire, la première boîte, elle est dans ce cadre-là. Donc, c'est une activité numéro 6. Donc, ça peut pas fonctionner. La deuxième boîte, elle est toujours dans ce truc-là. Encore pire, parce que ma deuxième boîte, c'est quand j'ai déménagé. Donc, j'avais l'école, en gros, à 1 heure de route et mon entreprise, mon alternance, à 1 heure de route aussi. Donc, tous les jours, en plus de tout ça, je me tapais 1 heure le matin et 1 heure le soir. Donc, c'était encore... Voilà, bref, j'arrivais à un point de rupture jusqu'à 2015-16 par là. Et là, juste, ok, en fait, je vais aller nulle part. Et ça se ressentait sur tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire que ma boîte, là, ça peut paraître bien comme ça, et genre, je suis fier d'avoir fait ça, etc. Alors, je le regrette pas parce que ça m'a apporté plein de trucs. Mais, in fine, la conséquence de ça, et s'il y en a qui sont dans mon cas, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne, en fait. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est-à-dire que j'ai pas... Oui, j'ai fait un très beau parcours en boxe, et j'ai boxé au plus haut niveau de ma discipline, c'est génial, mais j'ai jamais été champion de France, alors que mon entraîneur était champion du monde, et que mon rêve, c'était d'être champion du monde et champion de France comme lui. J'ai jamais été. Jamais porté les couleurs de l'équipe de France, et ça, enfin bref, ça restera un truc que j'ai pas pu faire et qui me fait chier. À ce moment-là, ma boîte, elle marche pas. Les études, ma première licence, et j'en fais une deuxième, parce que la première licence, je l'ai pas. Voilà. Après, les pompiers, bon, voilà, pour le coup, ça se passait bien, j'ai fait mon truc et tout, mais donc, voilà, j'étais moyen de partout. En fait, c'est à vouloir tout faire, on finit par ne rien faire, ou vouloir être partout à la fois, on est aussi nulle part à la fois. C'est un peu le gros problème que beaucoup de gens ont. Mais on a beau le savoir, et c'est dur d'accepter, parce qu'on a toujours envie de croire, d'être utopiste, se dire non, mais moi c'est différent, parce que vraiment je bosse dur et tout, mais non, en fait, ça marche pas. Et sur tous les aspects, par exemple le sport, de par mon parcours, du coup, j'ai côtoyé des gens qui ont très bien réussi. Mon entraîneur qui a fait champion du monde, double champion d'Europe, 4 fois champion de France en boxe, il a fait que ça. Voilà. Et aujourd'hui, je lui passe le bonjour. Ma copine, qui a aussi performé un sport de haut niveau, elle est double championne d'Europe de lutte. Je pense que vous ne le saviez pas. Ah bah non. Elle a fait que ça. Incroyable. Elle a fait que ça. Et personne n'a performé, que ce soit dans le sport ou en entrepreneuriat ou quoi que ce soit, en mode je fais 15 trucs et tout. Non, ça marche pas. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est pour ça que ma troisième boîte, j'ai pris sur... Il y a plein d'enseignements, évidemment, que j'ai appris, mais un des plus gros et des plus importants, c'est quand je lance ma troisième boîte, je couvre tout. C'est-à-dire que je prends une indisponibilité au niveau des pompiers, donc je suis toujours pompier, plus aujourd'hui, mais à ce moment-là, je suis toujours pompier, mais je prends une indisponibilité opérationnelle, on a droit à 5 ans. La boxe, j'arrête, je m'entraîne toujours de temps en temps, mais en tout cas, j'arrête le haut niveau, j'arrête de donner des cours.
Enfin bref, je stoppe tout. Je suis pris en master, mais je dis, le master, c'est bon, qu'est-ce qui va m'apporter? Je veux performer dans l'entrepreneuriat, donc enfin bref, je stoppe tout. La troisième boîte, je pars à Metz et je fais que ça. Dingue. Ouais. Et entre-temps, justement, comment tu faisais pour manger? Parce que si je vois que tu n'avais pas d'autres boulots à côté, enfin, ton seul boulot, c'était ta boîte quand même, en fait, et les cours de boxe à la limite. Ouais, mais tout ça est rémunéré parce que cours de boxe, donc c'est pas grand chose que c'est dans une association, mais j'ai quand même, du coup, j'ai un monitorat, un certificat de qualification professionnelle, donc j'ai quand même une rémunération. Mais c'est léger. C'est léger. Ouais. Les pompiers, c'est un peu moins léger parce qu'on n'est pas, honnêtement, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais pas énormément payé par rapport au boulot qu'on fait. Bien sûr. Mais quand tu fais quand même un volume d'heures qui est important, moi je faisais 2 gardes par semaine. D'accord. Ok. Là-dessus, enfin, c'est pompier, il faudrait que j'explique tout ça parce que dans la tête des gens c'est très flou. Ouais. Enfin, même il y en a ils pensent que pompier volontaire c'est dire pompier bénévole, machin et tout. Enfin, ça serait un peu long d'expliquer tout ça, mais en gros, pour faire simple, pompier volontaire par rapport à professionnel, ça va dépendre surtout de là où on fait. C'est-à-dire qu'il y a des pompiers volontaires qui sont dans des petites casernes de village, il n'y a pas beaucoup de véhicules, ils n'ont pas de garde casernée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme des professionnels en caserne. Ils ont un bip, le bip il sonne 2, 3, 4 fois dans la semaine, ils y vont, c'est plus ce qu'on appelle du prompt secours, donc ils y vont, ils donnent les premiers soins en attendant qu'un véhicule d'une autre caserne plus importante vienne faire le reste, etc. Donc ça reste assez léger. Et il y a des volontaires qui sont dans des casernes professionnelles, ce qui était mon cas. Nous, c'était même plus que professionnel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, on a une convention avec la BSPP, la Brigade Sapeurs-Pompiers de Paris, genre dans un truc, mais en bref, en gros, on avait des pompiers militaires, parce qu'à Paris et à Marseille, ils sont militaires, qui étaient pompiers militaires donc, en semaine à Paris, et certains à Marseille, et le week-end et certains jours de la semaine chez nous. C'était une convention qui leur permettait de travailler une partie, en gros, du temps de là où ils venaient. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir une caserne professionnelle, c'était une caserne professionnelle avec une mentalité militaire. Très pro. Voilà, ça. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement prenant. Enfin, c'est là où l'armée, il y avait cette fibre un peu armée que tu retrouvais et que, voilà, c'est ça, que tu appréciais, quoi. C'est ça. Bah, en gros, là-dessus, comme ça, que j'aurais répondu aussi à ce point-là, mais en gros, ce qui se passe, c'est que je fais pas mal d'années chez les pompiers. J'ai fait au total 12 ans, dont 8 ans véritablement opérationnels. Ah, quand même. Ouais, je suis rentré en 2011. J'ai commencé en 2010 le parcours de recrutement et j'ai été intégré le 1er janvier 2011. Et en gros, à partir d'un certain moment, en gros, les pompiers, je suis rentré vraiment tout en bas. C'est-à-dire que je suis rentré à 16 ans et demi ou 17 ans, quelque chose comme ça, c'est l'âge minimum. À ce moment-là, j'avais même pas mon bac. J'étais encore au lycée, donc aucune formation, rien. Donc on rentre ce qu'on appelle moquette. Voilà, c'est-à-dire que moquette, là où il est censé avoir un grade, il y a de la moquette, il n'y a rien. En fait. Ok, incroyable. Il n'y a même pas le premier galon. Donc c'est super intéressant, super enrichissant, tu rentres vraiment tout en bas. Donc justement, c'est là où c'est important quand tu es dans une grosse caserne, vocation militaire. Voilà, on va te faire comprendre que t'es moquette et on te marche dessus, quoi. Voilà, c'est comme une moquette, quoi. C'est très cool. Après, je sais que pour certains, voilà, ça peut être un peu tous les trucs, bisutage, machin. Pour certains, ça peut être un peu, pas dire destructeur, mais il y en a qui peuvent mal le vivre. Mais c'est fait exprès, c'est pour la cohésion, pour tout ça, etc. Et voilà, donc je passais des années, voilà, à passer le balai, machin, à faire à chaque fois qu'on bouffe, tu fais la plonge, la vaisselle. Enfin, c'est normal, tu vois. C'est très bien. Voilà, et c'est formateur. Très formateur. Voilà. Ouais. Mais du coup, au bout d'un moment, quand je suis arrivé à 5, 6, 7, 8 ans, donc j'ai passé quelques trucs, première classe, enfin deuxième classe, première classe, caporal, machin et tout. Du coup, j'avais envie de plus. Et à ce moment-là, quand j'ai eu ma licence, donc bac plus 3, je savais que c'était le truc comment dire, qui me permettait de prétendre au concours d'officier à l'armée. Okay. Et donc, je suis allé à l'armée, je leur dis voilà ce que j'ai fait. Donc, c'était génial. Donc, tu as un bac plus 3, tu as performé dans le sport. T'es prof de boxe, t'as déjà un cursus presque militaire, enfin bref, tu vois, pompier de 8 ans, caporal, machin et tout, c'est génial monsieur, vous allez faire Saint-Cyr, tu vois. Oui. Donc, en gros, après mon parcours dans l'armée, c'était ça, c'est qu'en gros, bah, du coup, ils m'ont... ce que je voulais faire, en gros, c'est remplacer sapeur-pompier volontaire par réserviste opérationnel. Je voulais pas en faire mon métier à plein temps parce que, justement, trop capé, c'est quelque chose que j'adore, mais voilà, me dire, bon, bah, si je fais mon truc, tac, donc chez les officiers, tac, monter en grade statuaire tous les 4 ans, tac, 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 ok, je termine à 40 ans, 42 ans, capitaine, tac, je gagne temps et tout. En vrai, ça aurait pu me plaire, mais dans un autre... Là, je suis désolé, dans une autre vie. On sort du truc. Non, il y avait un truc, un créneau que j'avais identifié. Parce que moi, je me serais mis à ta place, j'aurais visé général des armées, tu vois, un truc vraiment... ça peut, mais c'est... Après, c'est le seul truc pour lequel, et je leur avais dit, je pouvais y aller, YOLO, je fais que militaire, c'était pilote. Ah oui. Voilà. Ah oui. Pilote de chasse, j'aurais pas pu, je dis parce que clairement, il faut passer par... J'ai rencontré des gens qui l'ont fait, maths sup, maths spé, machin, etc. Et moi, clairement, j'étais bon à l'école, mais j'étais pas dans ce délire-là. J'aurais pas pu, je le dis, tu vois, honnêtement, réussir ces concours-là. C'est ultra sélectif.
Ça, par Je crois contre, qu'ils en prennent une quantité ultra limitée Ouais. chaque année, hein. Ça doit être une Ouais. cinquantaine ou centaine, un truc vraiment mais de ultra toute limité. manière, j'étais pas bon au CJCOP. CJCOP, c'est un truc où chaque lettre, en gros, tu as membre supérieur, Y, les yeux, machin, etc. Et en gros, c'est Y, les yeux, 10-10. Donc déjà, ça, je savais que c'était mort, mais après, j'ai l'honnêteté, je pense, de reconnaître que, franchement, je pense pas que j'aurais réussi. Par contre, pilote d'hélicoptère, c'est ce qu'ils m'ont proposé. Ça m'aurait plu. Voilà. Et là-dessus, au CJCOP, de base, quand j'y étais, c'était pareil, mais ils étaient en train, comme il manquait vraiment beaucoup de pilotes, de réformer ce truc-là et d'autoriser la correction, soit par opération, soit lunette, je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Et ouais, c'est l'anecdote, c'est le seul truc pour lequel j'étais prêt à tout lâcher. Mais bref, donc au final, j'ai pas voulu faire de cursus dans ce qu'ils appellent l'active, donc à plein temps. Donc j'ai fait un cursus réserviste opérationnel, mais qui s'est arrêté extrêmement tôt, en fait, parce que du coup, je fais toutes les étapes de sélection, les 3 jours, les machins, etc. Après, je suis parti en préparation militaire supérieure. Donc, en gros, on appelle ça une PMS. C'est un truc qu'on met avant les écoles de sous-officiers et de sous-officiers. C'est un Mexan pour les sous-off et Saint-Cyr pour les officiers. J'ai fait ce truc-là, qui s'est extrêmement bien passé. J'ai terminé dans les premiers. J'ai eu des commentaires extrêmement élogieux de la hiérarchie. Enfin bref, tout était aligné pour que j'aille à Saint-Cyr. Mais du coup, mon CIRFA a fait de la merde. Donc le centre de recrutement, d'information de recrutement de l'armée de terre, parce qu'ils auraient oublié de me préciser quelque chose, c'est que leur recrutement, ils le faisaient en fonction de là où on habite. C'est-à-dire qu'en gros, là, on est vraiment parti, je suis désolé, je ne sais pas si vous allez garder ça, hein, mais en gros, ils prennent pas en fonction des meilleurs dossiers, ils prennent d'abord en fonction de où est-ce que la personne elle habite. Ils font un cercle de 100 km autour. Et là, ils regardent les casernes qu'il y a. Et après, quand il y a plusieurs candidats qui sont du coup sur le même truc, ils comparent les dossiers. Sauf que moi, j'habite dans ce qu'on appelle un désert militaire. Enfin, à ce moment-là, j'habitais dans un désert militaire, en Ardèche, dans le nord Ardèche. À 100 km, il y a une seule caserne qui est à Valence. Est-ce qu'ils recherchent un lieutenant? Donc, c'est un aspirant, puis sous-lieutenant, c'était le poste que j'allais avoir sorti de Saint-Cyr. Non. Hop, on referme, ça dégage. C'est ouf. Voilà. Et certains Même pas étant en voie dans un autre endroit, il y a une demande ou un manque, c'est incroyable. Vraiment, je m'étais donné parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai fait les. J'aurais dû avoir le truc parce que normalement, avant ça, il y a les 3 jours que tout le monde fait, peu importe ce qu'ils demandent. Les 3 jours, ils me les ont fait faire 2 fois parce que la première fois, ils me les avaient fait trop tôt. Ça, du coup, j'ai dû y aller 2 fois. Là, j'aurais dû me douter que c'était peut-être pas le meilleur CIRFA, mais bon, bref. Et du coup, sur les tests, j'ai fait 2 fois deuxième. La première fois, derrière un mec qui demandait la brigade sapeurs-pompiers de Paris, genre une sorte de machine de guerre, voilà, où j'ai fait juste un tout petit peu moins bien que lui. La deuxième fois, j'ai dû retourner. J'ai refait deuxième sur à peu près 43 ou 45 personnes, derrière un gars qui demandait l'effort spécial. Bref, c'est vraiment bien passé. La PMS super bien passée. Et voilà, puis après ce truc-là, parce que non, j'étais dans un désert militaire et d'autres personnes qui ont fait la PMS avec moi qui savaient ce truc-là, les CIRFA leur avaient dit attention. Et j'ai notamment un des gars avec qui j'ai bien sympathisé là-bas, il leur avait dit, du coup, il avait mis l'adresse de ses grands-parents, voilà, qui habitait en Savoie, au milieu de tous les régiments de chasseurs alpins que moi aussi je voulais. Et alors que certains ont été moins bien classés que moi, ils ont eu des postes. Parce que ce truc-là. Oui, c'était une disponibilité. Après, c'est peut-être un peu le destin aussi. Hein. C'est comme ça. Hein. En tout cas, mon parcours dans l'armée, malheureusement, et financièrement, comment tu faisais justement pour subvenir à tes besoins tout le long? Parce que finalement, tu avais quand même un salaire assez normal, on va dire, lambda. Mais tu arrivais à investir, tu avais cette fibre un peu investissement. Est-ce que financièrement, tu étais éduqué aussi à cette époque-là? Tu gérais correctement tes finances? Tu avais cette éducation financière qui était transmise par peut-être tes parents ou pas du tout? Comment ça se passe sur cet aspect-là? Alors, effectivement, je suis désolé, totalement déroulé, parce que c'est la question que tu m'avais posée. Donc, pour répondre à celle-ci, on est parti pompier, et puis après, c'est parti en live. Donc, à ce moment-là, j'avais mon salaire d'alternant, donc ça, c'était la plus grosse partie de mes revenus, un petit peu grâce aux cours de boxe que je donnais, et un peu plus par rapport aux pompiers. Donc c'est pour ça que j'arrivais quand même, au final, tu cumules tout, parce que les pompiers, avec le volume d'heures qu'on fait, garde casernée, astreinte, machin, etc., ça fait quand même, honnêtement, côté étudiant, ça fait déjà un complément intéressant. Donc j'avais tout ça qui permettait à la fois de vivre, d'être indépendant, et à la fois, non pas d'investir, enfin, investir oui, mais dans ma boîte. Tout l'argent que j'avais en plus, je mettais tout dans ma première boîte, dans ma deuxième, etc. Voilà. Donc, vraiment, tu investissais en fait, sur ce qui pouvait te rapporter encore plus, en gros, ta boîte, quoi. C'est ça. Tu faisais pas de dépenses excessives? Non, après, est-ce que tu as déjà été dans cet aspect-là? Je vais donner des chiffres, ça me frustre toujours, tu vois, quand je regarde des trucs et ça reste trop flou, machin, ça, donc je peux donner des chiffres, tu vois. Donne, c'est intéressant. Je gagnais à peu près en alternance, donc selon les années et tout, j'ai gagné d'à près de 900 à 1200 euros. Sur ma dernière année, là, je gagnais plus, peut-être j'étais à 1004, 1005 avec des primes, des machins, peut-être 1006, tu vois.
Donc j'avais ça. La boxe, je ne peux pas le mentionner parce que là c'était, enfin bref, plus des désavantages, des machins, des trucs et un tout petit peu de salaire de temps en temps. Et les pompiers, selon si je faisais plus ou moins de garde, notamment l'été où là j'avais plus de temps, j'en faisais beaucoup plus, ça peut faire un complément au début à 200, 300, 400 balles. Puis l'été, tu as plus de temps, tu peux faire 1000, 1500 balles par mois. Quand même. Ouais, bien sûr. Okay. Si tu vas beaucoup à la caserne, etc. Moi, j'ai des potes, surtout en été, quand c'est en vacances et tout, ils faisaient des 2-3 000. Okay. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent, notamment encore entrer dans un détail, mais voilà, bref, les interventions, en gros, on est payé double quand on a une intervention. L'été, moi, j'étais donc en Ardèche, il y a beaucoup de feux de forêt, etc. Quand tu pars faire un FDF, un feu de forêt pendant 2 jours à 150, 200%, c'est pas pour ça qu'on le fait, évidemment, parce que ça reste dérisoire par rapport au métier et au risque qu'on prend, mais disons que c'est un complément qui est quand même significatif, quoi. Ouais, t'as la prime de risque. Donc en fait, finalement, t'as voisiné entre 1005 et 2000 sur les 4 années d'études. Au début, moins quand même. Au début, je veux dire entre 1100 et crescendo 2000. Entre 700 et 1002, 1003. Ok. Tu vois, ça c'est première année, deuxième année, quoi. Ouais, voilà. Et puis après, c'est monté comme ça progressivement. Et quand tu cumules tout sur du coup ma 4e année, machin, etc. Là, tout cumulé, on va dire que je suis à 2000, un peu plus, tu vois, tout cumulé, quoi. Okay. Mais avec un volume horaire totalement déconnant, quoi. Et comment tu gérais tes finances à ce moment-là, hormis le fait de tout mettre dans ta boîte? Tu étais seul, tu sortais, tu voyageais, pas du tout. Est-ce que tu investissais même autre que dans ta boîte? Tu avais cette notion un peu de l'investissement que tu as aujourd'hui? Alors, tu m'as posé une question tout à l'heure, du coup pour y répondre, non, j'ai pas eu cette éducation financière. J'ai eu beaucoup de choses qui évidemment sont très importantes et qui je pense me permettent d'être là aujourd'hui, mais j'ai pas eu cette éducation financière à la maison, je vais dire. Donc c'est arrivé plus tard. Et à ce moment-là, je pense que c'était le début, mais c'était pas encore totalement abouti, parce que je pense que tu poses ce genre de questions de où est-ce que tu veux investir ton argent quand tu as de l'argent. Et à ce moment-là, moi, j'avais un léger excédent que j'envoyais directement dans ma boîte, donc je me suis posé la question que plus tard de, ok, comment vraiment je peux investir intelligemment, et voilà. Du coup, si on remonte un peu maintenant le temps et qu'on arrive un peu plus proche de l'année où on est aujourd'hui, avec Vega Management, tu as eu une forte croissance quand même, tu as pu accompagner des acteurs clés dans toute la tech, que ce soit dans Web 2, Web 3, pour les gens qui connaissent un peu les écosystèmes. Tu as accompagné Pinterest, Bitpanda sur différentes choses, Meria aussi, Owen, Simonin, donc Asher. Et justement, je voulais un peu revenir sur cette collaboration, ou du moins là, comment tu as intervenu en fait aux côtés d'Asher dans sa croissance. Et moi, il y a un truc quand même qui m'a percuté. Tu nous raconteras déjà comment vous vous êtes rencontrés, comment c'est fait. Je pense que l'histoire est assez drôle. Mais tu m'as dit en off, Asher est l'une des très rares personnes que je connais qui n'a jamais changé malgré sa croissance, aussi bien en termes de popularité que sur le plan business. Alors, est-ce que tu peux me parler du coup de comment tu en es venu à rencontrer Asher, comment vous collaborez ensemble et pourquoi cette façon de penser par rapport à ça? Tu révèles du off, du coup. Écoute, là aussi, c'est une longue histoire, pour faire simple. Comment on se rencontre? C'est en 2017, là pour le coup, je pense que c'est la date exacte. En 2017, moi je suis un peu un tournant de ma vie, c'est pour recontextualiser dans l'histoire, c'est le moment où j'ai arrêté ma deuxième boîte. J'ai fait le constat que ça marche pas, que c'était une mauvaise... je sais pas si c'était une mauvaise idée, mais en tout cas, j'ai arrêté mes études prématurément, ma boîte elle fonctionne pas, et je suis dans ce truc-là de constat d'échec, de ok, il va falloir que je ferme ma boîte, que j'admette que ça n'a pas marché, qu'il faut que je reprenne mes études si je veux pouvoir me relancer en Human Divinity, etc. Enfin bref. Et donc je suis dans ce truc-là, et j'ai un pote qui me propose de faire un tour d'Europe. À ce moment-là, je me sépare aussi de ma copine de l'époque avec qui j'étais depuis 4 ans. Enfin, ouais, c'est vraiment 2017, c'est une année un peu charnière où il y a tout qui change, déménagement, plus de copines. Remise en question. Je retourne chez ma mère, j'arrête ma boîte, je vais reprendre mes études après avoir, là, il faut devant, tu vois, mon grand-père, ma mère, machin, dire non, je vais faire ma boîte, les études, machin, etc. Après, voilà, pouvoir dire non, on met l'ego de côté, non, c'était pas le moment, tu vois, et voilà. Donc je suis à ce moment-là. Donc quand j'ai un pote, un très très bon ami, qui me propose, qui revient d'Australie, de faire le tour de l'Europe, je lui dis vas-y, let's go. Et pourquoi je parle de ça en voiture, c'est que ça a été
tout à l'heure, je disais que voilà, j'avais un quotidien à 1000 à l'heure avec 6 activités en parallèle, etc. C'était vraiment une bulle où là, je m'étais arrangé. Bon, il n'y avait pas mon alternance, c'était entre 2 années. J'avais pas les cours, du coup. J'avais pris du coup une indisponibilité au niveau des pompiers, au niveau enfin bref, au niveau de tout. Et donc, c'était une bulle comme ça, l'été 2017, où pour la première fois depuis très 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 longtemps, j'avais du temps. Et donc, on prépare ce tour, on va chez un ami, machin, etc. avant de partir. Et là, c'est là la première fois, tout s'est bien aligné, que je commence à diguer, on va dire, au niveau crypto. C'était un truc, j'avais entendu parler 50 fois, machin, parfois Bitcoin passer les $100, machin, tu vois, t'as des trucs comme ça où tu sais que ça peut t'intéresser, enfin moi c'était le cas, puis j'avais pas le temps, enfin, dans le quotidien que j'avais, c'est impossible. Et là, juste avant que je parte du coup faire le tour d'Europe, je suis avec mon pote, etc. Là, ça revient. On est l'été 2017, etc. Et on réentend parler de Bitcoin, en mode Bitcoin, je sais plus, passe au début de l'année, je crois qu'il avait passé peut-être les $1000, quelque chose comme ça. C'est ça. On sait qu'à la fin, il va terminer décembre à 17 000, enfin pas loin des 20. Là, on est à l'été, on est un peu avant. Et là, ça revient, sauf que ça vient à un moment où là, j'ai le temps. Et là, cette fois-ci, je me dis, ok, là, c'est la fois trop. Comment ça, machin, ce truc-là, là, machin, j'entends parler $1000, je sais pas quoi. Alors que ça fait des années. Je me souviens, les premières itérations comme ça, enfin, que j'ai eues dans ma tête et tout. Je me souviens de tweets qui passaient au milieu de mon feed de Capet, qui nous parlait d'un truc, ça s'appelait Ether, je sais pas quoi, $2. Depuis l'époque? Oui. Ah, sérieux? Ah, incroyable. Ouais, ça. Incroyable. C'était parce que voilà, on vient tous un peu du même monde, mais deux boîtes, on n'en a pas trop parlé avant, mais les deux premières, c'est dans le jeu vidéo. Ouais, bah oui, bien sûr. Voilà, je viens de cet écosystème-là, donc parfois je vois Capet qui me parle d'un truc Ethereum, je sais pas quoi, miné, je sais pas quoi, machine, $1, $2, enfin bref. Et voilà, et j'avais plusieurs trucs, mais j'avais pas le temps. Ouais. Voilà. Et en 2017, j'ai le temps. Et du coup, là, ça vient, et là, je me dis, ok, là c'est bon. J'étais dans le camping d'un ami. J'avais une semaine avant qu'on parte faire le tour de l'Europe. Je me dis, vas-y, là, j'y vais. Et donc, je passe une semaine à me mettre à fond dedans. Genre, vraiment, toute la journée, toute la nuit, je regarde toutes les vidéos disponibles sur le sujet en français. C'était possible à l'époque, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses. Hein. Il y avait bitcoin.fr, il y avait déjà le journal du coin, crypto, ça existait même pas. Il y avait Asher, bien entendu. Enfin, bref, il n'y avait pas grand-chose. Je lis des articles, des machins. Et voilà, et là je me dis, ok, ce truc-là, ça a l'air d'être de la folie. Et ce qui me plaisait, c'est que je sortais déjà d'une grosse période de jeux vidéo où j'avais vu tout le développement de cet écosystème, toute la professionnalisation, et j'avais kiffé ça. Arrivé au tout début, alors que moi, les premières LAN que j'ai fait, etc., on dormait par terre dans des gymnases, machin, etc., pour ceux qui savent, Gamers Assembly et tout, enfin bref, je sortais de ce truc-là, j'avais vu la professionnalisation, au moment où je quitte le jeu vidéo, etc., on commençait à avoir des ESWC, des trucs beaucoup plus produits et tout, et là j'ai l'impression de réarriver au tout début d'un truc. Et du coup, ça me plaît, le truc en soi me plaît, le fait que j'ai l'impression d'arriver quand même tôt, beaucoup trop tard dans ma tête déjà, mais quand même tôt factuellement, ça me plaît, et donc je consomme un maximum de contenu, et voilà. Et donc évidemment, je tombe sur les vidéos d'Owen. À ce moment-là, sa chaîne, elle a, je crois que quand vraiment, à ce moment-là, je commence à regarder ses vidéos, il a moins de 20 000 abonnés. Et je regarde tout son contenu. À l'époque, c'était possible parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de vidéos, donc c'est un mix de différentes choses. Il y avait, je crois, un peu de trucs de paris, de jeux, de crypto, enfin voilà, c'est un petit peu tout mélangé. Et j'aime bien ce gars, donc je regarde toutes ses vidéos de manière antichronologique, donc des dernières qu'il a sorties jusqu'aux toutes premières, et je tombe sur une vidéo qui, à ce moment-là, était quand même publiée 6 mois en avance, mais où il disait, voilà, ça se développe bien, on vient de passer, je sais plus, 10, 15 000 ou 20 000 abonnés, si vous voulez me filer un coup de main, etc., j'ai besoin d'un petit coup de main, n'hésitez pas à m'envoyer un message et tout. Donc moi je dis, bon, la vidéo a été publiée il y a 6 mois, c'est peut-être trop tard, mais je vais quand même envoyer un message. J'envoie un message, à ce moment-là, il fait ses études à Dayton aux États-Unis. Je lui dis, voilà, je peux filer un coup de main, machin, etc., j'aime bien ce que tu fais. Et c'est juste que je lui mets un truc en mode... Pourquoi tu rigoles? Parce que tu sais déjà. je lui dis, voilà, c'est cool ce que tu fais, si tu as besoin d'un coup de main... je suis dispo, parce qu'évidemment, bon, j'avais pas assez d'activité. Je me dis, bah, pourquoi pas rajouter un truc, hein, évidemment, bien sûr. Et, de plus. Voilà, c'est ça, on n'est pas après. Ah bah oui. et du coup, je lui dis, très naïvement, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas de business, j'ai rien à vendre. Et très naïvement, je lui dis, c'est super ce que tu fais, on pourrait faire beaucoup mieux, mais c'est super. Et lui, il est tout simplement sur ce truc-là, en mode, il me répond déjà, ah ok, cool, oui, c'était il y a un petit moment, mais je peux quand même avoir besoin, par contre, on peut faire mieux, c'est-à-dire. Et là, je reçois ce message, c'est-à-dire, et je pars dans un truc d'audit, globalement, de sa chaîne avant l'heure.
J'avais déjà voilà, un peu d'expérience dans ce truc-là. Enfin, ça sortait pas de nulle part. J'avais fait beaucoup de. Je serais trop loin à développer, mais beaucoup de choses sur YouTube. Et comme je vous ai dit avant, en off, même sur Dailymotion, avant que YouTube soit là. Donc, c'est toujours un écosystème qui m'a plu, la création. J'ai accompagné beaucoup de personnes là-dedans. Et donc, du coup, je me lance dans OK, tu veux savoir comment tu peux faire mieux, pas de souci. Faire un truc carré, pro. Et je lui envoie deux pages de Word. Voilà, c'est ça. Je lui envoie 2 pages de Word d'audit et je lui dis comment on peut faire mieux. Voilà, il y a tout ça. Et je lui envoie, et avec le décalage horaire, il me répond assez rapidement, parce que du coup je finis ça au milieu de la nuit, mais chez lui c'est le jour, enfin bref, un truc comme ça. Je sais qu'il me répond assez rapidement, et il me dit on s'appelle demain, mais tu vas pas faire community manager. un truc comme ça. Voilà. Et du coup on s'appelle, le contact passe super bien, et il me dit écoute, ce que tu m'as dit dans le mail, tout super intéressant, tu as l'air de savoir ce que tu fais, de t'y connaître. Moi j'ai ma boîte qui se développe bien, donc Just Mining à l'époque, Meria, anciennement Just Mining. Si ça te va, moi je développe ma boîte, toi tu t'occupes de ma chaîne. Et voilà. Et donc c'est un deal qu'on a fait il y a 8 ans et qui court toujours aujourd'hui, et j'espère le plus longtemps possible. C'est fou quand même que il t'a dit tu gères mes réseaux, comme ça aussi. Enfin, ça s'est fait quand même crescendo. Ouais, il y a eu des étapes qui en fait ont été un peu la genèse de Vega, parce que à l'époque, je suis tout seul, c'est pas forcément un business pour moi. Je commence à bosser avant Owen déjà avec pas mal de créateurs. Mais je sors d'une période où, en gros, c'est vraiment par passion. C'est-à-dire que j'ai acquis des compétences de 1, parce que j'ai toujours été passionné de ça, j'ai toujours consommé énormément de contenu avant même que YouTube existe, des Dailymotion, etc. J'étais passionné par cet écosystème de la création. C'est la première étape, donc la passion qui a amené beaucoup de consommation de contenu. La deuxième étape, c'est que j'ai mis ça à profit pour moi dans le cadre de mes entreprises. Comme j'avais pas de thunes sur ma première boîte, ma deuxième boîte, machin, etc., je devais me débrouiller par moi-même, donc j'ai utilisé les réseaux et notamment YouTube. C'est pour ça que j'ai vraiment poussé le truc pour me dire ok, sans thunes, j'ai pas 10 000 balles à mettre dans de l'ads ou quoi, comment je fais pour pouvoir me faire connaître, etc. Donc là ça m'a permis de professionnaliser un peu plus. Puis derrière, j'ai vu qu'il y a plein de créateurs que j'appréciais, etc., que je pouvais aider. Donc là, c'était, on va dire, la troisième étape, où au début, je ne me faisais même pas payer. Donc certains, je leur faisais des miniatures, certains, je leur faisais du montage, certains, je leur donnais des conseils, certains, je les aidais à cadrer leurs vidéos. Voilà, et donc j'ai fait ça pendant vraiment des années, en parallèle, évidemment, de tout le reste. C'est pour ça que c'était quand même plus une passion. Jusqu'à que certaines personnes, à partir de 2015, 16, surtout au 16-17, me disent ok, non, j'ai envie de plus, et donc je suis prêt à te payer pour ça, je suis prêt à te payer quand tu viens m'aider à cadrer une vidéo, je suis prêt à te payer quand tu fais du montage, miniature, etc. Donc Owen, ça a commencé surtout sur cette partie un peu conseil, et ce qui s'est passé, qui était génial avec lui, pourquoi je dis que c'est la genèse de Vega, c'est que au début, c'est vraiment conseil, et je filais peut-être un coup de main pour gérer un peu les 2-3 personnes qui gravitaient, parce qu'il y avait déjà plusieurs community managers qui gèrent un peu ces réseaux. Donc au début, c'est juste conseil, mais assez rapidement, en gros, j'en ai eu marre, et je pense lui aussi, parce qu'au début, quand je le rencontre, c'est lui qui monte ses vidéos. C'est lui qui les monte, et parfois un collègue à lui qui l'aide, etc. Au bout d'un moment, j'en ai marre de faire des retours sur vidéo. J'ai dit, tu sais quoi, frère, viens, je le fais. Voilà. Le temps de te faire des retours, voilà, j'ai plus de temps à monter le truc. Donc au début, je donne que des conseils, puis après, au bout d'un moment, je commence à monter les vidéos, ça va plus vite, puis au bout d'un moment, j'en ai marre de faire des retours sur les miniatures. J'ai dit, tu sais quoi, viens, je les fais. Je fais les miniatures, etc. Et en fait, on a ajouté avec le temps, 2017, 2018, 2019, et à peu près 2019, peut-être 20, pour voir large, à partir de 2020, là, on arrive vraiment à la genèse de Vega. Donc, Vega n'existe pas, c'est moi tout seul, mais tout seul en tant que freelance. Donc, je bosse avec différents clients, dont ON. Et pour ces différents clients, j'ai en gros le proto Vega. C'est-à-dire que pour ces clients-là, je fais tout en fait. C'est-à-dire que je les aide sur la partie strat, je les aide sur la partie éditoriale, je mets en ligne leurs vidéos, je les monte. Certains, je les aide à les tourner, je fais les miniatures. Le suivi, la modération, l'optimisation de chaîne, enfin tout de A à Z, et je vous l'ai dit tout à l'heure en off, avec certains clients même qui n'avaient pas accès à leur chaîne, enfin ils n'avaient même pas les logs de leur chaîne pour dire à quel point je faisais vraiment tout de A à Z. Donc Vega est né comme ça en fait, c'est-à-dire que quand tu fais tout pour une chaîne, ça te prend du temps, quand tu le fais pour 2, beaucoup de temps, tu le fais pour 3 et 4 chaînes, là tu es à rupture en fait. Et donc là tu dis ok, soit en fait je me contente de ça, mais là-dessus il y a eu quelques problèmes, parce que par exemple à un moment... je sais plus en quelle année c'était, enfin c'est un truc con, hein, mais je vais faire du canyoning l'été, je me luxe l'épaule,
Quand c'est Plus de- toi qui bosses au quotidien pour 3-4 chaînes et que tu fais tout, et que là, mon pote, t'es comme ça, et ben. Tu mets en porte-à-faux tous tes clients, pas de montage, c'est ça. retard, etc. Et non, c'est pas ce qui s'est passé. Heureusement, je suis passé à un cheveu de la fin, entre guillemets, enfin, je pense, parce que du coup, j'étais avec le bras luxé, donc tu sais, dans un truc là. Plâtre. Non, pas plâtre, juste avec une écharpe. Ah, ok. Voilà, avec une écharpe, et je vais garder mon bras comme ça pendant je sais plus combien de temps, excuse-moi. Et du coup, ça a duré peut-être une dizaine de jours, je montais comme ça. Mais c'est con. Mais ce jour-là, je te jure, et c'est pas arrivé qu'un seul jour, donc ça a duré plusieurs jours. Ouais. Je me suis dit, je suis passé vraiment à rien, parce que les clients, ils ont besoin de. Il n'y a pas de oui, tu t'es fait mal, très bien, je suis désolé pour toi, remets-toi bien. Mon pote, il faut que la vidéo elle sorte, tu vois. Donc je pense qu'à ce moment-là, si ça s'était joué différemment, que vraiment j'aurais pas pu rien faire, et évidemment, j'avais pas les moyens de déléguer à qui que ce soit ou quoi, je pense que peut-être j'aurais pu perdre tous les clients que j'avais. Donc c'est là où je me suis dit, c'est extrêmement fragile. Et donc il n'y a même pas de tiens, si j'ai pas, c'est pas une question d'ambition, je sais pas quoi, de je veux faire un gros truc ou quoi. C'était vraiment. Je me suis dit, il y a un risque. Ma boîte et ma vie ne peut pas reposer sur un truc aussi fragile. Donc voilà, Vega est aussi né de là, de l'idée et l'ambition que j'avais de faire une boîte, mais aussi le fait de pérenniser le truc et me dire, s'il m'arrive quelque chose, ou je sais pas, juste ça peut parfois être une coupure internet. J'ai eu ce genre de problème parfois qui pouvait arriver. Voilà. Et donc, du coup, une très belle collaboration a débuté à ce moment-là de la rencontre, qui est encore active aujourd'hui sur différents aspects. Et qu'est-ce qui fait, quel a été ce point clé qui fait que Asher n'a pas été impacté par toute cette popularité, cette croissance justement, et qu'il est resté, comme tu l'avais cité avec moi la dernière fois, lui-même au final, authentique. Je pense que c'est simplement sa force. C'est sa force. Et après, d'où ça vient, il répondrait évidemment mieux que moi à cette question. Mais aujourd'hui, pour très très bien le connaître, je pense que c'est son entourage, son éducation. J'ai la chance, aujourd'hui, c'est un de mes plus proches amis. Je connais sa famille, ses parents, sa mère, son père, etc., son frère. Et évidemment, quand je vois l'entourage qui est autour de lui, je pense que il a eu tout ce qu'il fallait pour qu'il garde la tête sur les épaules et que malgré les réussites et la réussite notamment phénoménale qu'il peut rencontrer, qu'il est, même si je pense que ça doit être plus que ça, il y a encore d'autres choses qui jouent parce qu'il y a plein de gens qui ont eu, je pense, un parcours similaire et qui pour autant à un moment vont exploser en vol, mais ça n'a pas été le cas pour lui. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse partie de son entourage qui fait que ça l'aide à rester comme ça. Et puis après, je pense que non, intrinsèquement, il a c'est plusieurs choses. Il y a une certaine humilité et modestie qui reste, et il y a aussi in fine le fait qu'il est extrêmement intelligent, et quelqu'un d'intelligent c'est là où il est bon, là où il l'est pas. Et des gens qui sont, pour reprendre, faire connexe avec le podcast, qui sont un peu moins smart, ont du mal là-dessus. C'est-à-dire que, moi j'ai toujours dit, Owen, c'est le client parfait. C'est un client qui sait là où il est bon, là où il n'est pas bon, et c'est pour ça, pour moi, que ça fonctionne aussi bien depuis aussi longtemps. On se marche pas dessus. Moi, je le laisse dans sa zone de génie, il me laisse dans la mienne, et ça fonctionne extrêmement bien comme ça. Et c'est ce que je te disais, peu importe que quand je l'ai rencontré, il était 1/1000e, même pas 1/1000e, 1/1000e de ce qu'il est aujourd'hui. Quand je le rencontre, c'est un étudiant, il gagne quelques centaines d'euros par mois, il roule dans une Seat, je crois, Seat Leon éclatée. C'est vraiment, c'est pas le Asher que tout le monde connaît aujourd'hui. Et voilà, et le fait qu'il soit resté le même entre quand je le rencontre et maintenant, c'est que il a su bien s'entourer et comprendre que justement, c'est ça qui lui a permis, je pense, d'être là où il est aujourd'hui, et que surtout, et je vois, c'est avec moi, mais c'est aussi avec d'autres personnes qui sont très proches autour de lui, il sait, ce qu'il a fait avec moi, il a fait avec d'autres, il s'est coupé de personne, il a toujours le même entourage, et je pense que ça le préserve. Ça lui permet de garder la tête sur les épaules, et c'est génial, et je pense que c'est là où certains font les erreurs, de peut-être à un moment, je sais pas, croire... bref, ça y est, c'est plus pour eux, machin, tout ce qu'on peut vulgariser, ils prennent la grosse tête et ils commencent, et c'est marrant, c'est des choses qu'on voit aussi dans le sport, et du coup, là, je vais plus loin, je vais changer de coach, machin, etc., ce genre de trucs, et après, ils explosent en vol, on comprend pas pourquoi, mais bref. Et justement, en lien avec cette capacité d'accompagnement et aussi ce que vous fournissez aujourd'hui avec Vega Management, l'écosystème Web3, on le sait, c'est un écosystème qui est très volatile, où tout est question de réputation.
Alors aujourd'hui, c'est quoi la clé en fait pour construire une image forte et une crédibilité qui est durable pour les clients de Vega Management? Alors, est-ce que tu peux préciser la question? Parce que du coup, je l'ai compris, mais je ne m'attendais pas à ce que tu la formule pour Vega. Je pensais que c'était dans un contexte. Ouais, plus avec. Parce qu'aujourd'hui, les compétences et les connaissances que tu as acquéries, tu les transmets de différentes façons avec l'entreprise maintenant. Ouais. Comment, avec ton entreprise, vous assurez à vos clients d'avoir une image durable, en fait, une crédibilité durable, surtout dans un écosystème comme le Web3? Alors, je sais très bien qu'il n'y a pas que des acteurs Web3 dans votre base de clientèle aujourd'hui, mais principalement sur cette base-là, c'est quoi un peu la clé pour pas se faire trop influencer par cette réputation et ces problèmes qu'on peut avoir? Je veux dire que nous, déjà, avant de bosser avec une entité, que ce soit une personne, une entreprise, il y a un premier filtre qui fait qu'à la fin, je ne vais pas dire que ça nous enlève du mérite, mais c'est important de le mentionner, dans le sens où, de base, déjà, on ne va pas aller... je suis très content aujourd'hui de dire, tu vois, la boîte va bientôt avoir 5 ans. Pour autant, on n'a jamais travaillé avec quelqu'un qui a arnaqué sa communauté, un machin, ou je sais pas quoi. Donc, dès le début, quand on rencontre quelqu'un, une entité, une boîte, une personne, etc., évidemment qu'il y a un rendez-vous, peut-être plusieurs rendez-vous, et on essaye de voir, ok, c'est quoi la motivation derrière, c'est quoi, je ne vais pas utiliser ces mots, mais c'est vrai, le background, enfin voilà. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui anime le truc, pourquoi vous voulez vous développer sur les réseau, pourquoi vous faire telle chose, etc. Après, pour être honnête, il y a aussi une grosse partie de recommandations, c'est-à-dire que les recommandations, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, tout à l'heure, je disais qu'on n'a eu aucun client avec notre site internet, ni avec aucun moyen comme ça, c'est full réseau à 100%, mais c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, on a des clients qui viennent à nous par le networking, mais on utilise aussi notre réseau pour savoir si on doit bosser avec telle ou telle personne qui vient nous contacter. Donc voilà, une fois que ces premiers filtres sont passés, ça fait déjà une partie du travail, c'est-à-dire que c'est quand même, ça sélectionne quand même, ça fait quand même un gros tri, et donc généralement c'est quand même des gens ou des boîtes, des entités qui sont animées avec des bonnes intentions, et même si ça reste du business évidemment, et qui ont des projets qui sont de base solides. Donc moi, ce que je disais à l'époque quand j'étais seul, mais c'est la même chose aujourd'hui avec Vega, je me vois un peu, tu vois, comme des tailleurs de pierre ou un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire que, pourquoi je dis tailleur de pierre, je pourrais sortir un autre exemple, c'est qu'on n'est pas magicien. C'est-à-dire que ça ne dépend pas que de nous. C'est qu'il nous faut une matière brute, il nous faut un diamant brut, qu'en le taillant, ça peut devenir quelque chose d'exceptionnel. Mais s'il n'y a rien à tailler, ça ne marche pas. Bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment la combinaison des deux. Il nous faut un projet solide, une matière première très intéressante qui, en la mettant en forme, donne à la fin un résultat qui est sympa. Je reviens juste sur un point qui moi ça me parle, enfin je me pose des questions sur le côté un peu financier des relations que tu as avec les clients, surtout ceux avec qui tu es depuis longtemps. Genre je me mets à la place de Owen, je me dis moi j'ai un Dimitri qui bosse super bien, qui gère tout. J'imagine à un moment donné, tu as fait peut-être une proposition pour rejoindre sa structure à temps plein. En fait, comment lui, tu penses, En fait, j'ai plein de questions en tête en rapport avec la finance, mais comment lui se dit, Dimitri me coûte pas si cher, ou est-ce que en fait, je prendrais pas quelqu'un en interne pour faire le même boulot? Tu vois, c'est ça aussi, cette décision. Je pense que vous avez peut-être été confronté à ça. Ah oui, bien sûr. C'est une question qui fait totalement sens, surtout dans le cas de Owen. C'est un entrepreneur hors pair, un investisseur hors pair. Ouais. Et Owen va jamais dépenser très régulièrement une somme significative si, in fine, à la fin, ça ne le revient pas d'une manière ou d'une autre. Donc, une fois qu'on a dit ça, la suite, elle est logique. C'est-à-dire que dès que j'ai créé Vega, parce qu'il n'a jamais pensé m'internaliser véritablement, parce qu'il voyait que j'avais déjà monté une boîte, 2 boîtes avant, que mon truc c'est l'entrepreneuriat, et donc quand on reconnaît ce genre de profil, quand on est comme ça, lui il est comme moi, je suis comme lui, il sait très bien qu'il va pas me dire alors tiens voilà frérot je te propose 2000 balles par mois, non. Il savait, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu investir et rentrer au capital de Vega en disant ok je vais t'envoyer de l'argent tous les mois, par contre mon gars ça va aussi être un petit peu à moi. Voilà. Donc, il m'a travaillé au corps, je lui ai pas dit oui tout de suite, je lui ai dit même non le plus longtemps possible, parce que je savais que j'avais mis quand même la main sur un truc, que ce soit avec lui mais je le faisais avec d'autres, c'était en train, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a explosé assez vite au point que j'ai même pas le temps de faire ainsi des cartes etc, j'avais beaucoup plus de demandes que je pouvais en prendre, donc je voyais que j'avais quelque chose. Lui il voulait rentrer très tôt parce que c'est un investisseur hors pair, il sait que plus tôt il rentre mieux c'est, et moi j'étais en mode non mais je sais ce que je suis en train de faire, si on attend encore un peu tu vas payer plus cher, tu vois. Et ça me fait chier de te faire rentrer maintenant parce que je sais très bien où est-ce que je veux aller, tu vois. Et donc voilà, c'était un jeu entre nous qui a duré ça a quand même duré, je pense, 1 an et demi, quelque chose comme ça, peut-être 2 ans, et
Et au bout même de 2 ans, il voulait quand même. oui, Quoi. non, mais La proposition était ouverte. Oui, bien sûr. Non, Il sait qu'il misait sur le bon cheval. Quoi. Il lâchait pas. Et à un moment, j'ai dit, voilà, bon, je sais, fallait trouver le bon juste milieu. Le but, c'est que voilà, on a toujours bossé comme ça. C'est aussi pour ça que ça dure depuis si longtemps, parce qu'on a toujours su se dire les choses. Et voilà, donc il fallait trouver le juste milieu entre que moi, j'y perde pas trop, parce que c'est sûr qu'au début, il rentre sur un truc où il y a rien. Il peut prendre pour que dalle un quart de la boîte. S'il rentre trop tard, c'est pas le but, parce que ça serait aussi, il a participé un petit peu à l'aventure, ça aurait pas été honnête. Donc on a trouvé le juste milieu. Et je crois que ça a duré entre 1 an et 2 ans, peut-être autour de 1 an et demi. Je dis, voilà, on fait un deal. Et il est rentré pour une part très, très minoritaire de la boîte, mais quand même suffisamment pour que lui se dise, ok, c'est quand même aussi un petit peu à moi, et comme ça, il est moins coupable de nous envoyer. C'est bien. Non, très très bien. Et toi, aujourd'hui, est-ce que dans ta boîte, tu gères des personnes aussi tu as des gens qui sont externalisés, tu as des prestataires de services, ou tout le monde, ce sont que des employés? Comment tu fonctionnes par rapport à ça? On est en pleine restructuration, c'est-à-dire que Vega, 1er avril 2020, plein Covid. Donc à ce moment-là, je ne me suis pas posé la question, c'est-à-dire que premièrement, c'est que c'est que du full remote, parce que pas de travailleurs en bureau possible. Et deuxièmement, comme moi je viens à l'époque, je suis même encore en micro-entreprise. J'ai pas encore tu vois, la trésor suffisante pour repartir dans un schéma salarié. Donc je suis parti en total avec des prestats et total full remote. Et là, ça fait 5 ans, et donc là, on est en pleine transition. C'est-à-dire que mais là, on a pris des bureaux à Chambéry, du coup, là, il y a quelques mois. Donc là, maintenant, on est en train de devenir physique. Les gens déménagent progressivement. Et on a commencé à salarier la première fois, je crois, en 2023 ou 2024. 2023. Voilà. Donc, pour la première fois en 2023. Et voilà, et ça continue. Donc, je pense qu'on va quand même, avec le temps, se rapprocher d'un modèle un peu traditionnel. Tout le monde salarié, bureau, etc. Même si on reste évidemment avec des possibilités, on n'est pas non plus... on essaie en fait d'avoir le meilleur des deux mondes, d'utiliser le remote, quoi. C'est intéressant de le faire, c'est-à-dire par exemple tout à l'heure je vous l'ai dit, on va garder certaines personnes, notamment un de nos chefs de projet et monteur vidéo qui est aux États-Unis, parce que c'est intéressant d'un point de vue fuseau horaire, de maximiser le time de la boîte. Donc hormis des trucs très spécifiques comme ça, on va quand même essayer d'aller sur un schéma plus classique. Ok, parce que tu fonctionnais quand même, tu avais quand même de la liquidité qui rentrait. Comment tu faisais pour dépenser ton cash? Tu te payes pas? Comment tu fais pour gérer ta trésorerie au final, tu investis avec ta boîte aussi, peut-être sur la crypto, en action, pas du tout. Comment tu fonctionnes en fait? Ça m'intrigue, tu vois. Alors ça dépend de quelle période on parle. Au début, en gros, c'était assez simple parce que au début, Vega, c'est simplement une micro-entreprise parce que c'est vraiment... même si... le statut il a beaucoup évolué entre quand je l'ai connu pour la toute première fois en 2012 et maintenant, c'est plus aussi intéressant qu'avant, mais ça reste quand même très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont permises par ce statut, notamment le fait que, comme tout le monde le sait, il y a un seuil à pas dépasser. Enfin, il y en a un quand on est en commercial et un en prestation de service, mais en fait ce seuil on peut le dépasser 2 fois. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on le dépasse 2 années consécutives qu'on est obligé de changer. Donc c'est un avantage que j'utilisais avec Vega. Donc au début, Vega, c'est simplement une micro-entreprise et il a fallu que j'explose 2 fois consécutivement le CA pour qu'on soit forcé de changer. De 72 000, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. 72 000 euros à l'année. Je crée en 2020. Donc en avril, là, c'est pas une année complète, donc là, je le passe pas. Je crois qu'en 2000... ouais, je crois que c'est ça. Je demande à... on a fait quoi de 2021, 2022 et c'est 2023 qu'on a changé ça. Ouais, ça, en fait, juste on n'a pas passé en 2020 parce que année en cours. Après, on a dépassé 2021, 2022 et 2023, on a dû passer en SAS au 1er janvier. Et voilà, donc avant, en fait, pour répondre à ta question, c'était facilité parce que du coup, la micro-entreprise, tu vois, t'es pas obligé aujourd'hui, il y a quelques obligations qui viennent, etc. Mais normalement, t'es pas totalement obligé de distinguer le truc, tu peux te redescendre de l'argent comme tu veux, donc c'était grandement facilité. C'est-à-dire que j'avais ça de dépenses, ça de rentrée d'argent, je payais tous les gens que j'avais à payer, à la fin, ce qui restait, c'est pour moi, sans devoir faire un salaire ou avoir un truc comme ça, donc c'était beaucoup plus simplifié. Okay. Et tu gérais comment tes finances à ce moment-là? Tu commençais déjà à mieux gagner ta vie? Tu avais des clients? Enfin, après 3 boîtes où ça se passait moyennement bien. Après 8 ans, là, pour le coup, tu étais débordé. Peut-être je sais pas si tu marges correctement ou pas, mais dans tous les cas, tu fais entrer du cash. Tu commences à respirer. Tu fais quoi avec cet argent dans ta vie personnelle aussi? Comment tu te construis? Comment tu construis ton patrimoine?
comment tu commences à diversifier finalement et à devenir au fur et à mesure ce que tu es aujourd'hui, quoi. Tout est un petit peu imbriqué, c'est-à-dire que 2000, voilà, on va dire entre 2018, 19 et jusqu'à 20, 21, 22, là, sur cette période-là que j'ai un peu décrit, il y a plein de choses qui se mettent en place et tout se recoupe un peu. C'est-à-dire que comme je fais de ce qui était autrefois ma passion, les réseaux, tout ça, mon métier, je consomme encore plus de contenu. Quand je consomme du contenu, comme en plus je commence à toucher au Web3, etc., je consomme de plus en plus de contenu, finance, machin, etc. Donc tu vois, c'est pas un truc que j'ai recherché immédiatement, mais in fine, tu vois, je vais pas dire, ah tiens, machin, à un moment je me suis réveillé et me dit il faut que je me forme. C'est pas du tout arrivé comme ça, c'est arrivé un peu à moi. Okay. Par tu vois, le fait que ça devenait un petit peu mon quotidien. Et au bout d'un moment, quand tu es un peu curieux et que ça t'intéresse, tu commences à diguer un petit peu plus le projet, tu te dis ok, c'est bien, on travaille sur telle chaîne, tel truc, machin et tout, mais tiens, c'est quand même intéressant pour moi. Et donc c'est arrivé un peu à ce moment-là. Pendant une très longue partie quand même, c'est resté tout l'excédent, ça va dans la boîte. Parce que j'étais toujours dans ce truc-là, je veux quand même investir et j'avais compris que plus tu investis dans ta boîte, plus potentiellement tu peux aller vite. Okay. Voilà. Et puis après, avec le temps, donc indirectement, comme je viens de te le dire, j'ai été formé avec surtout beaucoup de contenu YouTube, etc., un peu à l'éducation financière. Et j'ai mis les choses très standards en place. J'ai commencé à faire du DCA sur différents trucs. J'ai commencé à me former sur tout ce qui est action, j'ai ouvert un PEA, et puis après ça allait tranquillement, je vous en ai parlé un peu plus tôt, gestion bon père de famille, mais j'avais compris ce truc-là avec les effets de levier, les intérêts composés, ça commençait à arriver à moi, je suis en mode ok, il faut que je mette en place plein de trucs, j'ai ouvert un Excel, et voilà, j'ai commencé à gérer ma thune comme ça, en mode ok, tous les mois je mets un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Trop bien. Et voilà. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là aussi que tu commences à... Alors, je pense que l'effet de ça, tu le ressens pas dans les premières semaines ou les 2-3 premiers mois, mais aujourd'hui, maintenant que tu as mis ça en place, ça fait presque 4 ans, 4-5 ans quasiment que vraiment tu t'es mis correctement à gérer tes finances, tu as compris comment ça fonctionnait, tu as appris des choses. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu vois vraiment en effet, est-ce que c'est du mensonge, l'éducation financière? Est-ce que l'effet cumulé c'est de la merde? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait par rapport à ça? C'est ce que j'ai toujours recherché toute ma vie. Moi, je viens tout à l'heure, je disais, j'ai pas eu d'éducation financière. Voilà, quand j'étais plus jeune, c'est au-delà de ça. En fait, je viens d'un monde. Voilà, en gros, moi, je suis né à Montpellier, mais j'ai grandi dans le Nord Ardèche, à Annonay. Pour certains, ça leur parle. Pas très loin, 1 heure au sud de Lyon. Je viens d'un endroit, voilà, où alors là, ça a un peu changé, etc. L'inflation est passée par là, mais quand j'étais jeune, je me disais, tiens, gagner 2000 euros. Ouais, c'est un truc de malade. C'était vraiment, je me souviens que ce chiffre de 2000 euros, c'était quelque chose. Ouais. Voilà. Et si jamais dans ma vie, un jour, je gagne 3000, là. Là, t'es un médecin, là. Ah, mais voilà. Et voilà. Mais ça reste un peu le cas, hein. Ça reste un peu le cas. De moins en moins, mais ça l'est encore beaucoup. Et ça, quand c'est imprégné tellement fort dans la tête, c'est extrêmement difficile de sortir de ça. Et j'ai même envie de dire, certains arrivent à s'en sortir seuls et c'est incroyable. Parce qu'il ne faut pas croire que quand c'est tellement ancré, en tout cas comme ça a pu l'être pour moi, on peut en sortir seul ou avec en regardant des trucs sur Internet. C'est pour moi quasiment impossible. Il faut un moment le voir de ses yeux. Et c'est là où on en revient un peu à Owen, mais là-dessus il m'a beaucoup aidé indirectement, sans le faire volontairement. Mais quand moi j'ai vu l'ascension d'un gars, où j'ai vu au tout début, et j'ai vu après ce qu'il pouvait faire, où au début on ne se voyait pas tout le temps, les premières années, avant que je déménage à Metz pour faire ma troisième boîte, on se voyait tous les 3-4 mois, je prenais un avion, je faisais Lyon-Metz, et à chaque fois que j'y allais, il y avait un step-up supplémentaire. Et là, ça marque. Là, on se dit, ok, si ce gars-là, la première fois que je l'ai rencontré, je sais très bien où il était, comment c'était, etc., et on voyait, vraiment physiquement, tous les 3 mois, c'était vraiment le truc. Je voyais l'évolution de Just Manning, de sa boîte et tout. Je me dis, ok, il a rien de plus que moi. Évidemment, Owen, c'est celui que tout le monde connaît, Asher, machin, etc. Donc évidemment, il y a des qualités évidemment intrinsèques propres à lui et tout, mais factuellement, il n'est pas né d'une grande famille, il n'a pas eu un héritage de 1 million, tiens, papa qui lui a donné 1 million, etc. La base est assez similaire à la mienne. Je me dis, si ce gars-là, il peut le faire, c'est là où vraiment ça nous explose un truc dans la tête en mode non, en fait, 2000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, en fait, c'est qu'une question de ok, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on met en place, et là, vraiment, ce truc un peu d'entrepreneur à 2 balles, le sky is the limit, c'est au final la réalité, quoi. Incroyable.
Aujourd'hui, Vega en chiffres, est-ce qu'on peut en parler? Aujourd'hui, les objectifs, c'est quoi? Vers où on va? Parce que tu parles d'une grosse croissance quand même que tu fais. Et derrière, tu arrives à maintenir une belle croissance depuis ces dernières années. Est-ce qu'on peut avoir plus de chiffres là-dessus, plus d'indications? Vers où on va finalement et qu'est-ce que ça va devenir? J'ai jamais partagé les chiffres publiquement. Après, je peux le faire, j'ai pas de souci. Encore une fois, je suis toujours frustré de ne pas avoir de chiffres, etc. Je vais pas vous sortir un bilan là, mais en gros, Une audit financière. non. Madame, tac. Mais en gros, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Globalement, l'année passée, donc une année un peu particulière, parce que du coup, j'ai fait un tour du monde, donc on est resté en croissance, mais j'étais quand même quasiment tout le temps à l'étranger. On a fait quelque chose comme 300 000, et donc c'était 50% encore de croissance par rapport à l'année d'avant. On essaye de faire x2 tous les ans, donc là, on a fait que 50% l'année passée. Et là, cette année, on voit, je pense que d'ici cet été, peut-être on aura fait les 300 000, donc j'aimerais qu'on en fasse 500 ou 600, quelque chose comme ça. Et l'année prochaine, j'aimerais qu'on fasse pour la première fois le million sur un an. Voilà, c'est l'objectif. Ouais. Je suis revenu de la mentalité start-upper. Ma boîte d'avant, la troisième, c'est vraiment le modèle startup tech, levée de fonds, machin, etc. Ok, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, on va faire une licorne. J'étais vraiment dans ce modèle-là et j'ai pris une méga claque parce que je pensais que j'aimais ça, parce que j'ai été matrixé avec Social Network, qui est un de mes films préférés, machin, la création de Facebook, ou Le Loup de Wall Street, ce genre de truc. Et je pensais que c'est ce que je voulais et c'est ce que j'aimais. Et quand je l'ai vécu, alors évidemment, j'ai vécu un millionième de ça, mais en tout cas, j'ai touché à ça avec la création vraiment d'une startup et que j'ai vu ce que ça impliquait, ça m'a totalement dégoûté. Ça, c'est ma troisième boîte. Rien à voir avec les deux premières. Les deux premières, c'est deux micro-entreprises. Voilà, où je fais mon truc, c'est des sites internet, machin, etc. C'est du e-commerce gentil et tout. La troisième, c'est vraiment, on y est, quoi. J'ai des investisseurs, j'ai des associés, on va lever de la dette à la banque, la région, machin, lever de fonds, tout le bordel. C'est ça. On est dedans, on est dans mon rêve, quoi. Et mon rêve, il m'a dégoûté. Voilà. Et il y en a qui sont extrêmement bons là-dedans et qui kiffent ça. J'ai plein d'amis aujourd'hui qui ont des boîtes de fous, machin et tout. Moi, ça m'a dégoûté. Je pensais que c'était ce pourquoi j'étais fait et ce que je voulais faire. Quand je me suis rendu compte, en fait, le plus clair de son temps, faut pas se leurrer, voilà, la French Tech, Startup Nation, machin, tout ça, c'est quoi? C'est beaucoup de politique. C'est ok, tu vas dev un produit, un service, machin, ce que tu veux pendant un petit moment, oui, mais après ton boulot, c'est d'aller faire des trucs politiques, d'aller manger avec le banquier, d'aller manger avec des invests, de faire lever de fonds, de parler à la région, de machin, et tu passes ton temps à faire ça. Et c'est ce que j'ai fait avant, et en fait, ça m'a dégoûté. J'étais en mode non. Voilà, et même après, ce qui va avec, c'est bien de lever des millions, machin, etc. Mais ce qui va avec, honnêtement, moi, ça me plaisait pas. Et j'ai arrêté la boîte à ce moment-là. En gros, on avait fait tout le truc, machin, tu fais ton POC, machin, tu essaies d'avoir l'attraction marché, tu fais ton business plan, tu vas lever de l'argent, tu fais levier, banque, région, machin, tout le bordel. Et à un moment, en fait, crucial où on avait fait notre première V1, notre V2, machin, enfin bref, on avait fait tout le schéma un peu classique d'une boîte. On devait accélérer, donc lever de l'argent, et en gros c'est au moment de la levée de fonds qu'on a tout arrêté, pour deux raisons. Il y a une raison évidemment quand même majeure, c'est qu'il y a le Covid qui arrivait. J'arrête la boîte en février, le 9 ou 12 mars, c'est le crash des marchés financiers, donc un mois plus tard, où Bitcoin, Ether, machin, mais aussi tous les marchés financiers se pètent la gueule, on est au max du Covid, et en février je sentais bien que ça arrivait, et en gros comme on est en France, donc on était en gros dans ce mécanisme de levée de fonds avec la banque qui rentrait, la région, et en gros tous y vont. La banque elle y va avec la région qui va, la région y va parce qu'il y a un invest et c'est un truc triangulaire comme ça avec un investisseur privé, la banque, la région. Et donc tous ils y vont parce qu'ils y vont en même temps, sauf que dans l'eau il y a un investisseur privé qui est français et l'investisseur privé il n'aime pas trop le risque. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire c'est machin, des légendes ou je sais pas quoi, pas du tout. L'investisseur français il veut que si ta boîte elle fait x100, il fait x100. Par contre, si ça marche pas, tu le rembourses. Ah ouais. Voilà. Comme ça, pile il gagne.
Face, il gagne quand même. Voilà. Et donc, en gros, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai arrêté la troisième boîte. C'est qu'on était dans un truc, donc à la veille du max, du pic du Covid, machin, etc., où je crois qu'on devait lever entre 500 et 2 millions. Ouais, c'est ça, entre 500 et 1000, je crois que c'était aux alentours d'1 million. À ce moment-là, je crois que j'ai 26 ou 27 ans, avec le Covid qui arrive, machin et tout, et on me demande d'être. Donc, ils nous font signer un truc qui s'appelle caution solidaire. C'est en gros, voilà, si on réussit, on va tous réussir ensemble. Par contre, si tu te plantes, tu vas me rembourser le million, tu vois. Et là, ouais, non, et là, je suis en mode, et donc tout est OK, tu vois. Tout le monde est OK. J'ai juste à mettre ma signature sur un truc, et là, j'appelle mes associés, tu vois. Et je leur dis, les gars, non, en fait, tu vas pas y aller. Je le sentais pas avec le Covid. Après, je veux pas dire que c'est que le Covid. Il y avait aussi des choses structurellement en interne qui m'allait pas. Je pense que c'est une mauvaise idée. Après, on pourrait en parler pendant 2 heures de l'association, etc. Je dis pas que l'association est une mauvaise idée. Je dis que avoir une décorrélation entre les associés, ce qui était le cas pour nous, c'est-à-dire qu'on était plusieurs associés. J'étais le CEO de la boîte, mais j'avais plusieurs associés pour qui c'était pas le main. Voilà. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que moi, c'était mon main. Moi, toute ma vie dépendait de ça parce que j'ai tout quitté pour monter à Metz et faire cette boîte-là. Mais je devais concevoir avec d'autres personnes qui, eux, avaient une autre activité. Donc, d'un côté, on se dit, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont une autre truc. Soit ils ont leur boîte à eux à côté, soit ils sont salariés d'une autre boîte, etc. C'est ce qui était le cas, par exemple, pour notre dev. Et du coup, tu te retrouves seul à toujours tirer les autres parce qu'eux, ils pensent à autre chose de base. Et donc, tu vois toujours machin. Et c'était une situation qui était extrêmement compliquée, tu vois. Et donc, je pense que pour qu'une association, elle marche bien, il faut que tout le monde soit à peu près pareil, à peu près skin in the game, comme on dit, dans le projet pour que ça avance. C'est-à-dire que là, moi, je vais me battre déjà contre l'extérieur et en plus en interne pour essayer de mobiliser du temps, des ressources pour le projet. Donc, il y avait ça en interne qui n'allait pas. En externe, le Covid, il dit jamais je mets ma signature, je suis content de ne pas l'avoir fait parce que sinon, je mettais, voilà, enfin bref, un truc que j'aurais mis certainement toute ma vie peut-être à rembourser, quoi. Aucun regret au final. Ah non. et je pense même qu'au final, cet événement-là et cette troisième boîte a marqué quand même ton histoire et surtout ça a été un échec très 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 intéressant, de fort apprentissage derrière tout ça au final. Des choses que tu n'as pas reproduit dans ta quatrième boîte, typiquement. Oui, je parle par exemple des levées de fonds ou autres. Mais c'est ça, oui. Et, j'ai totalement perdu le fil parce que je me suis totalement éloigné du sujet principal qui était celui-ci, qui était, voilà, je pensais que ça c'était fait pour moi. Et parce qu'on parlait au final des chiffres de Vega, je suis revenu de ça. Et aujourd'hui, je suis fit avec l'idée de non, j'ai pas envie de faire une licorne. Je vois ce que ça implique. Alors, évidemment, j'ai pas fait une licorne, mais je veux dire, j'ai vu le process, le chemin, ça m'intéresse pas. Et donc aujourd'hui, l'idée avec Vega, c'est de faire une belle boîte, une boîte qui vit bien. Je me dis que si on continue sur cette trajectoire-là, d'ici 2-3 ans, voilà, si on peut se faire, je sais pas moi, 2, 3, 4 millions par an à, je sais pas, entre 20 et 40% de marge, bon voilà, on va faire des trucs bien. On va faire des trucs bien, après on fera d'autres choses. J'ai plein d'idées après pour développer d'autres trucs. Enfin, j'ai 1 milliard d'idées. Après, une fois qu'on a le cash et que ça roule, c'est jamais un problème. Mais voilà, j'ai pas envie de faire une licorne. On va faire là, je pense, on a fait une bonne partie du chemin sur 5 ans. D'ici 5 ans, si on se reparle en 5 ans, je pense et j'espère qu'on aura fait l'autre partie du chemin qui nous amènera à quelque chose avec lequel je serai fit. Voilà. Je pense que c'est important de faire ce truc-là, de se dire, ok, au bout d'un moment, et c'est extrêmement difficile, parce que je l'ai vu chez beaucoup de personnes qui disent, non, mais là, après, c'est bon, j'arrête. Et après, ils font comme ça. Et que ce soit des salariés qui disent, non, mais voilà, là, je vais encore bosser comme un chien, 70 heures par semaine, machin et tout. Et après, voilà, parce que là, je passe à tel poste, je sais pas quoi, je prends la place de mon chef, je gagne 5000 et je suis bon. Et après, en fait, ils veulent 7, 8, 10, et même chose dans l'entrepreneuriat, avec notre pote entrepreneur, ils sont non, mais là, c'est bon, je me calme, etc. Je donnerai pas de nom, et j'en connais plein, et en fait, ils s'arrêtent jamais. Donc, je pense que c'est un piège. J'essaye de m'en prémunir. Je sais que ça va être extrêmement compliqué, mais voilà, l'idée avec Vega, c'est pas de faire une licorne, c'est de faire une belle boîte et surtout de toujours apporter le meilleur service à nos clients et c'est cool. Magnifique. Du coup, tu as quand même un parcours qui a été marqué, on le voit maintenant, c'est une évidence, par l'entrepreneuriat, mais aussi de près comme de loin par l'investissement, parce que tu as baigné très tôt, dès 2017, dans la crypto-monnaie. Tu m'as dit que tu avais aussi investi en bourse avec un peu, etc. Aujourd'hui, si tu devais créer des points de similitude entre créer une entreprise et créer une stratégie d'investissement ou investir, quels seraient ces points de similitude que tu pourrais noter, qui peut être intéressant pour tout le monde qui s'intéresse peut-être aux deux domaines? Y en a beaucoup. La première fois, comme tu le sais, que tu m'as posé la question, je voyais pas exactement là où tu voulais aller, mais là, effectivement, dit comme ça, il y a pas mal de choses. Tu parlais tout à l'heure de résilience, on peut en parler. C'est-à-dire que dans les deux cas,
il faut faire preuve de résilience. Une boîte, c'est extrêmement compliqué de se dire, ok, première itération, tac, ça fonctionne. Donc c'est ce que je disais au début, pour que ça fonctionne, il faut itérer suffisamment longtemps, avoir suffisamment d'échecs, pouvoir les encaisser pour qu'au bout d'un moment, ça fonctionne. En investissement, c'est plus ou moins la même chose. Parce que si on est all-in, je pense qu'aujourd'hui, bon, c'est des choses qui parlent à tout le monde. Je pense que tout le monde a bien compris. Je vais peut-être pas revenir sur ce grand concept de base qu'il faut investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Il ne faut pas aller faire un all-in comme si c'était du casino. Le mieux, c'est de faire du DCA, de leur cost average, et d'investir progressivement, etc. D'avoir une stratégie de money. Ouais, je balance tous les trucs comme ça, moins c'est fait. Après, on peut se concentrer sur autre chose, avoir du money management. Et il n'est pas conseiller financier. Oui, bien sûr. Je te le fais. Investir comporte des risques de perte partielle et totale en capital. Voilà, vous pourrez mettre le petit truc avec la phrase avec l'astérisque. Voilà, et je terminais sur le money management, c'est important. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas parlé, j'ai eu une période poker aussi. Ah ouais. J'ai une grosse période poker. J'ai eu ma période poker aussi. Je pense qu'on vient tous du même monde, poker, jeux vidéo, etc. Jeux vidéo, poker, crypto. Direct. C'était entre 2 périodes jeux vidéo. J'ai fait une grosse session au poker alors que j'étais mineur. J'ai fait un compte, on peut le dire, sans inscription, avec le nom de ma mère. Et puis dès que j'ai eu 18 ans, je commençais à jouer en casino, etc. Avec un pote. Et mine de rien, je pense que je vais en parler, mais c'est là où tu apprends vraiment beaucoup la gestion des émotions, voilà. La gestion de son money management. Voilà, exactement. C'est pour ça que je parle. Ouais. Mais c'est exactement pour ça que j'ai pensé au poker, que j'ai dit money management. C'est la première fois que j'ai entendu money management et que j'ai dû faire ça. C'est ok, tu gères ton stack. C'est ça. Alors, et tu comprends que si sur un système de gestion des big blinds, machin, etc., que en fait, si tu envoies 100% de tes bébés direct sur un pot, non, en fait, c'est pas comme ça que tu vas gagner. Donc, en fait, après, c'est exactement la même chose, c'est de la gestion de portefeuille, en fait. Et voilà, donc, bref, ça, c'est les grandes notions de base. Pour revenir à ta question, pour que ça fonctionne sur le long terme, il faut faire preuve de résilience, que c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Si tu es all-in et que tu te plantes, derrière, tu as beau avoir la meilleure opportunité qui tombe, si tu n'as plus de cash à mettre dedans, tu es foutu. C'est ça. Donc, je sais que c'est pas ce qui est le plus sexy, c'est même ce qui est chiant, parce qu'on se dit ça prend du temps, les résultats, on les voit pas tout de suite, mais de toute manière, je pense que c'est OK pour tout le monde, que dans la vie, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, l'investissement, tout prend du temps, il faut l'accepter, et que ceux qui essayent de prendre des raccourcis, oui, c'est sûr, et c'est ça qui est compliqué, parce que certains, ils vont prendre des raccourcis, ils vont réussir. Mais combien ? Voilà, c'est ça. Parce qu'on entend toujours les belles histoires, voilà. Mais on n'entend pas toutes les milliers, les dizaines de milliers d'échecs. Exactement, et c'est ça qui est compliqué. C'est que certains ils vont prendre des raccourcis, ils vont réussir, ils vont être le contre-exemple qui confirme la règle, sauf que la règle, tu la vois pas. Parce que ceux qui se sont plantés, les 99 qui se sont plantés pour un qui a pris le raccourci, tu les vois pas et tu vois que celui qui a marché. Et donc tu envoies le message aux autres que ouais, non, mais c'est possible, non, mais me parle pas de ton truc là qui prend de plomb, machin, etc. Là, j'ai un investissement, je fais 2000% par jour, je sais ce que je fais, ok. Voilà. Ouais, c'est ouf, en vrai. T'évoques un point qui est très intéressant. C'est vraiment le fait de prendre son temps à vouloir construire quelque chose de stable et de durable. C'est quelque chose qui est très très important et que beaucoup négligent. Aussi, tu as évoqué quelque chose tout à l'heure qui était trop bien. C'est le fait de s'entourer aussi des personnes et de bouffer du contenu qui te forme et qui te matrixe à ce monde-là. J'imagine que tu as pu recevoir aussi beaucoup de conseils, de recommandations. Est-ce que tu as été formé à certains moments réellement? Tu as demandé quand même de l'aide? Tu as été formé et est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait si ce n'est pas le cas justement? Dis-moi en plus là-dessus. Je vais encore te sortir un truc à la con, parce qu'il y a beaucoup de trucs à la con où il y a quand même une part de vérité. Donc, le truc à la con de philosophe à 2 balles que je te sors, c'est vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai. Tu vois, tu as l'impression d'être un escroc quand tu sors ça. Au final, c'est vrai. Mais non, il y a 2 choses. Est-ce que je suis allé jusqu'à l'intellectualiser et dire non, tu vois, à un moment, je me suis posé, j'ai écrit le nom de tous mes amis, ma famille, et il y en a que je les ai dégagés. Non, évidemment que je n'ai pas fait ça. Mais il y a quand même un moment où tu théorises un petit peu ça, tu es un peu conscient de ça, parce qu'il y a des vérités là-dedans et que tu vois, tu vois, chacun dans sa vie peut voir que certaines personnes n'ont pas forcément la meilleure des influences sur toi et que d'autres, à l'inverse, ça te pousse un peu plus, tu vois. Donc à partir du moment où tu vois, juste sans aller dans les extrêmes que j'ai dit avant, de juste théoriser ça et de le penser, bon, bah ça t'aide. Et donc je pense que je l'ai quand même, j'ai réfléchi assez tôt. Et je me suis dirigé avec le temps, naturellement, vers des personnes qui me ressemblaient. Okay. Tout à l'heure, on parlait en off de quelques amis que je peux avoir, etc. On peut penser que c'est le fruit du hasard, mais si dans mes meilleurs amis, voilà, il y en a un, il est propriétaire de plusieurs campings, l'autre, il n'est pas propriétaire, mais il est directeur. Bon, il y a Owen, voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, son frère, enfin bref, et tellement d'autres amis qui sont
tous dans ce même truc, bon, bah, c'est qu'au final, in fine, En fait, c'est aussi la loi de l'attraction. C'est la loi de l'attraction. La sélection se fait un peu naturellement, C'est ça. tu vois. Et il y a aussi une histoire de cercle vertueux, c'est-à-dire que tout le monde s'apporte mutuellement parce qu'on est tous là pour la même chose, entre guillemets, et voilà, et tous on s'apporte. C'est-à-dire que chacun se sert, on peut s'aider, on peut donner des conseils, ou même indirectement on s'aide. Quand tout à l'heure je parlais de Owen qui me permet de casser certaines barrières psychologiques, parce qu'avant je venais d'un monde où 2000 balles pour moi c'était exceptionnel, mais quand on voit un gosse faire des millions, on se dit mais c'est quoi ces barrières à la con en fait. Et voilà, donc je pense qu'il y a ce truc-là qui m'a beaucoup apporté. Quelqu'un qui est dans le salariat, du coup, parce que je pense que quand tu es entrepreneur, tu touches aussi très vite à d'autres entrepreneurs. Tu t'entoures un peu de ce genre de personnes parce que forcément, des gens qui te comprennent, qui sont dans la même merde que toi ou qui sont plus avancés et qui ont quelque chose à t'apporter, en fait, finalement. Donc, entrepreneur, investisseur, c'est vrai que ça va beaucoup ensemble. À certains moments, les entrepreneurs comprennent qu'investir à un moment donné, c'est essentiel, c'est capital pour leur développement personnel, même pour leur entreprise, pour une certaine pérennité, structure globale. Toi, tu as été très bien entouré, mais quelqu'un qui est dans le salariat n'est pas forcément bien entouré. Mais j'y étais avant. Tu y as été, mais pas trop longtemps. Non, mais je veux dire... Quelqu'un qui a 40 ans, aujourd'hui 35 ans, ça fait 10-15 ans, il est dans le salariat. Mais avant... Il a envie, tu vois, Bien sûr. d'investir. J'étais totalement là-dedans, et je vais me dire... Pire, enfin, voilà, comme je t'ai dit, j'ai grandi, j'ai passé quasiment toute ma vie dans le Nord-Ardèche. Il faut pas se leurrer, il y a quand même voilà, une segmentation et on va dire des inégalités territoriales. Si tu viens de Paris, que tu as fait un cursus école de co, machin, etc., tu as quand même moins de limites que quand tu viens d'Annonay en Ardèche, tu vois ce que je veux dire, avec des gens qui sont incroyables et super, mais qui n'ont pas, on va dire, cette culture-là voilà, de dire, ah, ok, tiens, tu peux faire 1 million, etc. Et même quand on essaye d'aller contre ça, c'est marrant, tu vois. Hier, je suis allé manger avec mon grand-père, j'ai vu ma mère, etc. Et ils sont encore... Bon... Quand est-ce que tu achètes de la pierre ? Ouais, bah oui. Bonne question d'ailleurs. Tu n'investis pas dans l'immobilier du coup ? Non, pas encore. Ouais. Mais ouais, sur ce truc-là où j'ai l'impression qu'à un moment, je ne pouvais pas leur en vouloir parce que je leur disais, vous inquiétez pas, je monte des boîtes, machin, etc. Je suis entrepreneur et tout. Et je comprends qu'ils n'y croyaient pas, qu'ils me disaient quand même très régulièrement, ok, quand est-ce que tu trouves un vrai travail et tout ? Parce qu'il n'y avait rien. Et aujourd'hui, je pensais avoir fait déjà une partie du chemin, etc. Parce que voilà, ils voient que c'est concret, ils voient ce qu'on fait. Là, j'ai amené toute ma famille une fois, ils ont visité mes bureaux et tout. Enfin, ça commence à être concret. Ouais. Et comme j'ai pas acheté de la pierre, bon, et que je suis pas avocat ou médecin, bon, tu restes quand même un petit peu une merde. Ils me disent pas comme ça, mais derrière, je vois que j'ai pas coché certaines cases. Il y a pas un truc qu'on peut toucher, pas directement. J'aurais beau leur parler de plus gros investissements et de l'argent que j'ai pu faire sur tel truc et tout. Enfin bon, à partir du moment, je pense que j'aurais pas mis peut-être des choses très matérielles comme j'ai acheté ce château-là avec cette Ferrari rouge devant. C'est à moi. C'est bon. Les gens ont besoin de voir ça aussi. C'est quelque chose qui est important parce qu'aujourd'hui, tu investis en crypto. Tu as, je pense, quand même un beau capital en crypto, mais en fait, on ne le voit pas, en fait, tu vois, alors que quelqu'un qui a de l'immobilier, demain, il te dit, j'ai mon parc immobilier, cet immeuble-là, en fait, tu visualises et tu comprends. C'est dur en crypto, à part si tu donnes un chiffre, et même, tu vois, un chiffre, ça reste un chiffre, c'est virtuel, tu vois, c'est comme... on n'arrive pas à réaliser en fait la grandeur de ce que tu as pu bâtir et les difficultés aussi que tu as pu traverser dans l'investissement, quoi. Peu importe lequel c'est, finalement. Non, c'est sûr. Mais du coup, pour revenir à ta question de tout à l'heure, je viens vraiment de ce milieu-là. Et malgré tout, avec le temps, on en parlait également en off tout à l'heure, en cherchant à développer son réseau, tu peux connecter avec des personnes qui vont t'apprendre et il n'y a pas de fin en soi, tu vois. C'est-à-dire que moi je peux sortir d'un truc, tu vois, qui n'avait strictement rien à voir, avec plein de limitations et de barrières, et au fil du temps, ça se fait avec les années, il faut pas non plus être trop shark, on va dire, et voir que des intérêts dans les relations qu'on nous, il faut aussi évidemment que ça soit sincère, mais avec le temps, en tissant des relations saines avec un nombre important de personnes, in fine, ça nous rapporte. Oui, totalement. Et je pense aussi que même niveau, alors moi je vais faire une aparté un peu sur l'investissement, mais je pense que le réseau joue un point central dans tout ça. En tout cas, pour nous, ça a été aussi un point majeur de notre parcours. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, le réseau aussi a impacté un peu ton parcours d'investisseur et comment ? 100%.
investisseur et entrepreneur. Là, pour le coup, là, c'est même plus de parallèle. Là, les deux sont totalement liés parce que, comme vous l'avez compris, beaucoup de mes investissements sont aussi assez liés et le fruit aussi du travail que je fais au quotidien. Et c'est évidemment assez logique parce que là où je mets le plus de temps, c'est là où j'ai le plus de connaissances. Donc, c'est là également là où j'investis le plus. Contrairement, par exemple, à l'immobilier où c'est pas ma grande passion, j'y mets aucun temps, j'y travaille pas. Pourquoi je vais aller sur un truc que je maîtrise pas? Alors, je le comprends, que ce soit super intéressant et je pense qu'un jour je vais y venir, mais aujourd'hui c'est pas le moment parce que ça occupe pas mon quotidien, j'ai aucune connaissance, donc j'en ai quelques-unes mais pas suffisamment pour faire ça, et en tout cas c'est plus intéressant d'aller ailleurs. Donc là pour le coup effectivement sur le réseau les deux sont totalement liés. C'est le réseau qui aujourd'hui, je pense que j'ai eu une chance, je sais pas exactement d'où ça m'est venu, mais très tôt je me souviens, je vais peut-être pas dire dès le lycée, on va dire dès le supérieur, j'ai compris que ça pouvait faire la différence. Je pense, si je cherche à essayer de théoriser le truc, ça m'est venu peut-être du fait que, je sais pas comment dire, mais je vais pas dire, attention, que là où je viens, machin, c'est déclassé, etc. Mais quand on fait le chemin que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on vient d'une région, d'un endroit qui est à l'opposé de l'écosystème purement parisien, machin, etc., classe prépa, école de co, école d'ingé, tout ce truc-là, et qu'on fait ce chemin, donc de partir de là où j'étais et d'aller un peu vers ça, vers le truc, start-up, parce qu'avant de faire Vega, donc comme je l'ai dit, j'avais pour ambition de faire une start-up, etc., et qu'on fait ce chemin-là, on se rend compte globalement qu'il y a un fossé qui nous sépare, et j'avais compris que ce fossé-là, c'est notamment un réseau. Et c'est ce que tout le monde dit. C'est-à-dire que les gens ils disent tu vas HEC ou ESSEC ou j'en sais rien, tu payes une école de co très très cher. On dit quoi? T'achètes surtout un réseau. Et ça, tout le monde l'a dit. J'ai fait un peu mes expériences, mon truc, etc. J'ai vu que ça c'était la réalité. Après, j'ai rencontré des personnes qui sont plutôt issues de ce monde-là et qui m'ont confirmé que c'était ça. Donc, j'ai compris que mon problème c'était le réseau de base et que c'était ça la différence en fait entre là d'où je viens et c'est pas, je vais pas dire là où je veux aller, mais là où il faut que je sois un petit peu si je veux quand même que ça fonctionne. Et donc quand on prend le fossé qui nous sépare, donc ce fossé en fait il y a plein de choses, mais il y a notamment un truc, c'est le réseau. Assez tôt, de mon parcours dans le supérieur, 2013-14, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un taf plus important que les autres là-dessus, parce que moi j'allais pas pouvoir payer une école à 50 000 l'année et où mon réseau il est fait de base, parce qu'en fait tous mes collègues de classe en fait c'est que des gens qui demain seront dans des putains de boîtes de ouf à des postes super intéressants quoi. Donc je m'y suis mis très tôt et après 2000 j'ai dit 13-14 début du supérieur, c'est ça, parce que je crois que j'ai mon bac en 2012, donc tu vois aujourd'hui en 2025 tu mets 10 ans où encore une fois faut pas voir toutes les relations après comme comme un char, en mode ok je parle que à lui parce qu'il m'intéresse, etc. Mais si juste on a quand même une petite voix dans notre tête qui nous dit ok j'ai quand même un intérêt à travailler mon réseau, à garder contact avec lui, tiens ça c'est une personne intéressante, je veux quand même lui envoyer un petit message, un machin, etc. On tire un trait 10 ans plus tard, ça fait qu'aujourd'hui ma boîte comme je le dis c'est 100% réseau quoi. Et mes investissements il y en a une partie importante qui sont aussi issus de mon réseau. Magnifique, c'est super pertinent et je pense que ça fait sens en tout cas pour nous, même dans notre parcours à nous on voit certains points de similitude. Avant qu'on finisse cet épisode, déjà, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentant, en likant, en vous abonnant aussi à notre chaîne directement. Et avant tout, on a une petite habitude avec Kevin, c'est de pouvoir poser une question qui est très précise. Aujourd'hui, Dimitri, avec tes 12 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, tes 4 entreprises créées, ton parcours aussi d'investisseur, toutes les relations que tu as créées, si tu prends un peu de recul sur ton parcours, quel a été le choix, la décision, le moment ou la réflexion smart que tu t'es fait et qui a eu vraiment une grosse différence dans ton parcours, qui a eu un impact fort? Comme je t'ai dit, parce qu'on en a un petit peu parlé, très compliqué de répondre à cette question parce que en regardant mon parcours rétrospectivement, évidemment, il y a un ensemble de décisions qui ont jalonné mon parcours et qui ont fait que globalement, j'en suis ici aujourd'hui et que je me sois pas trop mal débrouillé. Donc c'est compliqué d'en sortir une seule, j'aurais pu dire que c'est un ensemble. Mais non, ta question, je vais quand même y répondre. T'en demandes une. Comme je t'ai dit, je voulais prendre un peu le contre-pied et pas sortir un truc forcément positif, donc j'y viens. Pour répondre un peu à l'envers, je veux dire que
La décision la plus smart, c'est quand, on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, entre 2016 et 2017, je prends la décision de faire le constat d'échec de ma deuxième boîte à l'époque et de tout couper. On a un peu parlé tout à l'heure, mais tu cherches un moment fort, une décision. Il y a un moment, ce truc-là, et j'ai réfléchi pendant longtemps parce que par ego, évidemment, l'ego c'est super important en entrepreneuriat et parfois ça nous fait prendre des bonnes décisions, parfois des mauvaises. On va finir sur une jolie citation encore comme ça, je fais encore le philosophe à deux balles, mais je crois que c'était Jobs qui disait que si vous mettez votre ego au service de l'entreprise, c'est une bonne chose, mais à partir du moment où vous mettez votre entreprise au service de votre ego, c'est là que vous plantez la boîte. C'est un peu ça, et donc il y a toujours de l'ego dans l'entrepreneuriat, et donc moi l'ego il intervenait surtout avec ma famille où il a fallu prouver, parce que quand pas une famille d'entrepreneurs et qu'on se bat un peu contre sa propre famille et dire non mais t'inquiète, crois-moi que je prends la bonne décision, etc. Que j'ai dû me battre en mode ok, j'arrête ma licence, je monte ma boîte, machin, etc. Quand entre 2016-2017 je prends une décision de dire ok, c'était une mauvaise décision d'arrêter mes études, je vais reprendre mes études. Mais comme c'était une mauvaise décision de faire ma boîte, j'ai plus de thunes, donc je vais retourner chez ma mère. Et voilà, et donc c'était vraiment ce moment où c'était une énorme décision, tout en même temps. J'arrête ma boîte, je reprends mes études, je retourne chez ma mère. Voilà. Retour, casse départ. Voilà. Et évidemment, j'ai plus de thunes. Donc extrêmement difficile. Évidemment, on va toujours dire non, mais tu as acquis une expérience. Donc à ce moment-là, j'avais ma première et ma deuxième boîte. Donc ça, c'était à peu près, ça faisait 2012, 2016, on va dire, voilà, 4 ans. Oui, pendant 4 ans, c'est vrai, oui, j'ai appris plein de choses, mais sur le moment, c'est extrêmement difficile. Tout comme en 2020, quand j'arrête ma troisième boîte avant de faire Vega, je pars de Metz pour retourner chez moi. Quand c'est fini, je suis allé jusqu'au bout du truc, c'est-à-dire que j'ai moins 500 balles sur mon compte, j'ai liquidé tous mes investissements, j'ai plus une thune. La thune que j'aurais pu prendre, qui m'a permis de développer la boîte, on en a parlé tout à l'heure, j'ai dit non pour les raisons que je vous ai dit. Là aussi, c'était dur, et donc c'est toujours ça le truc, mais il y a ce moment-là où il faut savoir dire stop. Et c'est ça qui est le plus compliqué, je me suis souvent posé la question, parce qu'on ne sait pas où s'arrête la résilience. Où est la limite entre non, mais là, en fait, c'est normal que ça soit dur, il faut que je continue, parce qu'après, ça va être mieux. Ou si, en fait, c'est une autre chose qu'on sait tous qu'on doit faire, ou là, en fait, non, c'est le moment de dire stop. C'est très compliqué. Et voilà, donc je pense qu'il faut suffisamment itérer. Et au bout d'un moment, en fait, il faut se rendre à l'évidence que non, peut-être une décision qu'on a prise avant, c'était pas la meilleure, que la meilleure aujourd'hui, en fait, c'est de dire stop et d'accepter de mettre son ego de côté, de recommencer, en prenant le meilleur des apprentissages, voilà, tout ce qu'on a pu retirer des expériences précédentes et de recommencer. Donc voilà, en synthèse, c'était cette décision-là, parce qu'à partir du moment où j'ai repris mes études, je suis retourné chez ma mère et j'ai arrêté ma boîte. Après, à partir de là, tout n'a pas été merveilleux, parce que quelques années, qu'est-ce qui se passe? Je reprends mes études. Donc ça, c'est en avril, à peu près, début d'année. Je reprends mes études en septembre 2017, je crois, après que je fasse le tour de l'Europe. Et en octobre, j'ai déjà un nouveau projet d'entreprise. Ma troisième boîte. Ouais. C'est arrivé un mois plus tard. Sauf que là, je me disais, je fais pas, parce que ma première licence, je vais pas arrêter à la moitié, j'allais jusqu'à la fin, et juste, j'avais pas fait de mémoire, parce qu'à la fin, en gros de l'année, c'était soit je prenais le temps, j'essayais de sauver mon année, ce qui n'avait pas été formidable, et je faisais mon mémoire, etc., et pour après faire master ou être embauché, soit il m'est resté du coup à la fin de l'année où j'étais en alternance pour taffer à fond et espérer en septembre pouvoir vivre de ma boîte. C'est le choix que j'avais fait. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Justement, tu as repris les études pour un mois, pendant un mois, 2 mois, en fait, tu avais tout mis en stop, tu as repris les études, et 2 mois après, exactement. Tu remontes une boîte. Voilà, et donc, alors non, justement, j'ai un nouveau projet. Tu as un nouveau projet, voilà. Alors, en fait, c'est cette fameuse année 2007, c'est-à-dire que à ce moment-là, donc, je rencontre Owen, je commence à investir dans la crypto, machin, etc. Et donc, du coup, on parle de faire une boîte, machin, etc. Sauf que là, je me dis, attends, j'ai déjà fait, donc oui, c'est ça que je disais avant, j'ai déjà fait une année quasi complète avant. Là, je vais pas faire une deuxième licence pour pas la valider. Donc, voilà, là où j'étais bon, c'est que je suis allé au bout et j'ai fait le mémoire. Et j'ai validé en putain de Bac+3. J'ai même appris ce que je pensais à un moment pouvoir monter ma troisième boîte en parallèle de faire mon master dans lequel j'étais pris. Voilà, ça c'est un des enseignements que j'ai tiré. Je dis non, en fait, il faut que si je veux pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, il faut tout que j'arrête. Et donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, où j'ai globalement tout
tout couper pour me dédier à fond sur cette boîte. Être focus, c'est le mot le plus important peut-être. Je pense que être focus, c'est le mot le plus important. J'ai essayé toute ma vie jusqu'à maintenant de me prouver que non, c'était pas peut-être le plus important, et force est de constater que ça soit pour moi, ce qui a fonctionné, c'est de ne faire qu'une seule chose, et c'est là où ça a vraiment fonctionné. Et pour tous les gens que je connais autour de moi qui ont fonctionné, il n'y a jamais personne qui me dit que il a été pilote de chasse dans l'armée et qu'en même temps il a une boîte qui vaut des millions. Ça n'existe pas, quoi. C'est pas possible. Non. Bah, Dimitri, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces belles leçons, pour tous les partages que tu as fait. C'était très intéressant. Encore une fois, je te remercie vraiment d'être venu, de t'être déplacé et d'être venu nous voir donc, pour ce beau podcast. Et on espère se revoir très prochainement. Donc merci beaucoup. Et on va clôturer. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Une dernière chose? Non, merci beaucoup les gars, c'était très sympa. Je passe un bon moment, j'espère que je n'ai pas été trop long et que les gens pourront retirer quelque chose de mon expérience. Et évidemment, je vous souhaite le meilleur. Et j'espère qu'on se recroisera. En tout cas, je vais suivre votre évolution avec intérêt. Très bien, merci beaucoup et on se voit au prochain épisode.